Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 14e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Un épisode consacré à la Ligue des Champions puisque cette semaine s'est jouée la dernière journée de poule de la Ligue des Champions. On parlera PSG, on parlera Leipzig, on parlera Real, Gladbach, Inter, Shakhtar, Ajax, Atalanta, Lazio et Bruges. Et dans cette optique, je suis accompagné des deux tauliers habituels de Norbert et Daguette. D'abord, salut Florent alias Norbert. Salut Raphaël. Je vais y arriver, c'est la 3e fois qu'on lance cet enregistrement. Et puis évidemment Daguette, Christophe. Salut Christophe. Salut Raphaël, et notons qu'on lance 3 fois puisque ça fait 3 fois que tu rates ton lancement. Exactement, et je vous remercie d'être patient malgré votre grandeur. Alors d'abord un petit mot sur ce qui s'est passé mardi soir lors du premier match entre le PSG et Başakşehir et cet incident qui s'est déroulé entre l'arbitre, 4e arbitre roumain, et Pierre Webo, l'adjoint de Başakşehir, et ensuite d'autres joueurs. On laissera d'autres gens en parler mieux que nous. Je pense que de toute façon, on n'est pas vraiment les personnes les mieux placées pour évoquer ça. On n'est pas vraiment concerné par ce problème, pas parce qu'on s'en fiche, mais parce qu'on ne subit pas de problème de racisme. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux laisser parler les gens qui le subissent et qui le vivent, parce que c'est leur point de vue qui compte. Donc on vous renvoie vers, je crois qu'il y a eu une interview d'Olivier Dacour, Christophe, sur le site de l'équipe, lui qui avait réalisé un docu sur le sujet. Il y a Louis Saha qui s'est exprimé sur RMC. Bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent en parler mieux que nous. On va se concentrer sur le terrain et sur le deuxième match, Florent, entre le PSG et Başakşehir, ce mercredi soir à 19h. Alors ça a empiété un peu sur Ajax-Atalanta, on en parlera tout à l'heure. Finalement, Ajax-Atalanta n'a pas offert grand-chose. Toi, tu as vu ce match, ce deuxième match, tu as observé ce 3-5-2 parisien que tu avais apprécié en termes de conjecture et de projection il y a quelques jours, de perspective. Tu disais que ça pouvait être intéressant, et c'est pas ce match qui va te faire mentir. Ouais, j'avais trouvé ça intéressant sur les matchs face à Leipzig et face à Manchester United, parce que quand Tuchel l'avait mis sur le terrain, ça s'était plutôt bien passé. C'est-à-dire contre Leipzig, avec aussi l'entrée de Verratti, ça avait contribué à fermer le match, on va dire, et à permettre à Paris de conserver son avantage assez tranquillement dans les 15-20 dernières minutes. Je ne sais plus exactement quand le changement s'était produit. Et face à United, bon, bien aidé aussi par le carton rouge de Fred, mais le moment du changement a aussi coïncidé avec la bascule et le fait que Paris passe devant au tableau d'affichage. Donc pour toutes ces raisons-là, j'étais plutôt intéressé, parce que sur le plan défensif, ce 5+3, on va dire, ça permet d'avoir quand même une base assez solide qui est capable ensuite, parce qu'elle contrôle bien la largeur, en tout cas mieux la largeur que 2 lignes de 4, elle est capable de défendre plus facilement en avançant, à mon sens. Et du coup, voir ce que le PSG pouvait faire avec ce système, avec le ballon. J'avais raté la rencontre face à Montpellier ce week-end, mais là, du coup, face à Başakşehir, dans une situation de domination et de possession du ballon, on a vu des choses plutôt intéressantes. Voilà. Pardon, j'étais en train en même temps de chercher des chiffres de possession, d'occasion, puisque Flo, tu disais que ça avait largement dominé Başakşehir, alors qu'il n'était peut-être pas forcément dans les meilleures dispositions pour faire un bon match, mais ça termine tout de même à 5-1 avec un triplé de Neymar et un doublé de Mbappé, avec 68% de possession, 20 tirs à 10, 15 dribbles à 9, 93% de passes réussies. Une maîtrise qu'on n'avait pas vue depuis quelques temps. À quoi tu l'attribues au-delà de ce 5+3? Est-ce que c'est des associations de joueurs? Est-ce que c'est une occupation de terrain un peu différente? Est-ce que c'est Neymar et Mbappé qui sont associés dans des espaces un peu nouveaux? Quelle a été la donnée que tu as retenue dans ce que faisait notamment Paris avec le ballon? Avec le ballon, il y a plusieurs choses. Déjà, le rôle très limité donné à Danilo, ce qui est positif, c'est-à-dire qu'il a le rôle dans l'axe de la défense à 3, où il va laisser Kimpembe d'un côté à gauche et Marquinhos à droite lancer les mouvements. Ensuite, c'était très scolaire côté droit, avec un Rafinha qui se positionnait très haut, un Florenzi et un Marquinhos donc, qui s'insérait dans le jeu pour essayer de les trouver. Tu avais aussi la solution du jeu direct avec Mbappé qui était là pour occuper les défenseurs et attaquer dans le dos dès qu'un défenseur essayait de sortir, soit sur Rafinha, soit sur Florenzi. Donc ça, c'est le côté droit. Et à gauche, c'était un côté qui tournait évidemment beaucoup plus autour de Verratti et Neymar, avec une petite question sur peut-être la
compatibilité entre les deux, c'est-à-dire que Neymar, au cas où il décroche, est-ce que Verratti est le joueur idoine pour prendre l'espace et le remplacer plus haut sur le terrain? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être inverser entre Verratti et Rafinha, à gauche et à droite? Ça, c'est une simple question, mais ça, ce qui est surtout très intéressant, c'est que ça a permis à Paris sur ce match de toucher Neymar et Mbappé très haut sur le terrain. Neymar n'a pas eu à décrocher pour prendre la balle et éliminer balle au pied la première ligne. La balle arrivait jusqu'à lui très facilement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur son premier but, où en gros, on part d'une situation où Paris prépare à droite, on arrive côté gauche, lui il est dans le demi-espace, il se libère du marquage parce que Raphaël hésite entre lui et Florenzi qui est sur l'extérieur. Neymar est touché donc entre les lignes, il se retrouve en face à face avec le défenseur, il lui met un petit pont et puis il ajuste et ça fait 1-0. Et c'est sur ce genre d'action là où on voit tout l'avantage que peut avoir un système où la balle arrive collectivement jusqu'au joueur de talent qui ensuite n'a plus qu'à le faire parler pour faire la différence et n'a plus qu'à le faire parler une seule fois pour faire la différence. Après, il y avait aussi quelques bémols concernant le côté très monomaniaque de la paire Neymar-Mbappé. Alors parlons-en de ces bémols, parce que quand tu me dis Neymar et Mbappé associés comme ça, le risque que j'imagine, et j'ai pas vu le match du tout, c'est vu les dernières tendances de Mbappé et celle de Neymar, de se dire on va manquer de profondeur, parce que les deux vont vouloir recevoir le ballon dans les pieds, combiner, et certes peut-être qu'à la fin il y aura un peu de profondeur, mais au début, que tout le monde va venir chercher dans les pieds, que Verratti est déjà comme ça un peu, que Paredes peut pas se projeter et qu'il n'y a que Rafinha plus les latéraux qui vont apporter de la profondeur. Est-ce que ça suffit dans cette équipe? Comment Mbappé et Neymar ont réussi à alterner, s'ils sont parvenus, entre décrochage et prise d'espace? Alors comme je te dis, ils décrochaient pas, hein. Ils sont vraiment restés hauts entre les lignes, ouais. Entre les lignes de Başakşehir. Donc ça c'était intéressant parce que la balle arrivait, ils n'avaient pas besoin de décrocher. Donc ça c'est vraiment le point positif de ce match. Après le vrai souci c'est que leur côté monomaniaque, c'est surtout ils se recherchaient vraiment. Et c'est vrai que quand tu parles de 3-5-2 qui fonctionne sur ces dernières années, bon évidemment tout le monde aura les 3-5-2 de Conte, même si ce soir ça s'est soldé par un énorme échec. Mais la paire de devant, il y a toujours une entente très forte. On peut se souvenir de Eder et Pelé lors de l'Euro, de Lukaku et Lautaro Martinez qui fonctionnent plutôt bien. Plus récemment, tu peux parler de Immobile et Correa à la Lazio dans un projet de jeu différent, mais où les deux évoluent ensemble. Aussi. Et là, ce soir, en fait, ce qui était intéressant, c'est que forcément, quand tu as Neymar, Mbappé à l'intérieur, et bah, tu vas fixer beaucoup l'attention des adversaires, parce que si tu arrives à les toucher entre les lignes, forcément, les adversaires vont vouloir réduire les espaces autour d'eux de manière assez urgente, parce que sinon, ils vont s'amuser. Et le vrai problème, c'est que ça crée des espaces ailleurs, particulièrement sur les côtés, avec Bakker à gauche et Florenzi à droite, qui étaient souvent très hauts et très seuls. Et le problème, c'est que cette fixation intérieure n'aboutissait pas sur des décalages sur les extérieurs, ou en tout cas pas assez en première mi-temps. Et donc, il y avait un côté un peu frustrant de voir les pauvres Florenzi et Bakker, certes moins talentueux et moins capables sans doute de faire des différences, mais avoir beaucoup d'espace et la balle n'arrivait pas jusqu'à eux tout simplement. Et ça s'est un petit peu amélioré en deuxième mi-temps avec l'entrée de Di Maria. Ah oui, cette entrée de Di Maria à un poste où on l'avait plus joué depuis très longtemps et on n'espérait même plus le voir jouer puisque c'était balayé d'un revers de la main par ses derniers entraîneurs. Au poste de relayeur, il a remplacé Rafinha, si je ne m'abuse, en deuxième période, juste au retour de la pause, et du coup dans un rôle de relayeur que je disais, il n'a plus connu soit depuis le Real 2014, Real de la décima de Carlo Ancelotti, soit l'Argentine, puisqu'il jouait aussi assez reculé avec l'Argentine de 2014. Ouais, l'Argentine de Sabella qui est décédé d'ailleurs il y a quelques heures maintenant, ou quelques jours, je ne sais plus. Mais ouais, Di Maria qui rentre à ce poste-là. Alors, ça fait quelques temps, moi, que j'avais en tête l'idée de parler de ce 3-5-2 parisien et des perspectives que ça peut amener. Et ce qui est assez intéressant aussi dans ce système, c'est que ça offrirait une sacrée profondeur de banc au PSG au milieu de terrain. Parce que là, aujourd'hui c'était Paredes, Verratti et Rafinha avec l'entrée de Di Maria, mais tu peux penser, si tu veux plus fermer, tu peux toujours mettre du Gueye, du Herrera, qui sont compatibles, qui peuvent rentrer au poste de relayeur sur les côtés. Tu peux aussi penser à Sarabia, qui fait sans doute la meilleure saison de sa carrière dans ce rôle-là de relayeur droit dans le 3-5-2 de Machin lorsqu'il est au FC Séville. Donc tu as quand même beaucoup de solutions. Et en fait, la solution de Di Maria, c'était un petit peu la solution que
que tu te rêvais un petit peu en imaginant ce 3-5-2, en te disant s'il acceptait de reculer, ça serait vraiment bien. Et en fait, sur ce match-là, il fait une entrée. Tu peux imaginer un Di Maria, c'est un peu déçu de pas débuter tous les matchs. Il y a quelques jours, je crois, il y avait eu. Enfin, c'était pas forcément simple sa situation. Une brouille. Et là, pardon. Une brouille avec Tuchel. Si ouais, voilà, c'était ça. Nos lectures. Et là, en fait, il est rentré dans le match et de manière très, très motivée, très impliquée. Donc, pas mal d'efforts défensifs, même si, bon, c'est vrai que la ligne de 3 dans ce 5-3-2, elle est plus amenée à courir pour cadrer et aller de porteur en porteur. C'est rarement elle qui va récupérer les ballons. Elle est plus là pour gêner le porteur de balle et faciliter ensuite le travail des défenseurs qui vont pouvoir sortir au pressing. Donc il a beaucoup couru défensivement et surtout offensivement, en fait, sa disponibilité l'a rendu à la fois dangereux sur des séquences de transition, c'est-à-dire que lorsque Paris ressortait, touchait Neymar, Mbappé, c'était forcément Di Maria le premier à se projeter pour les accompagner. Et là, on retrouvait un petit peu le Di Maria. Tu parlais du Di Maria de l'Argentine, c'était notamment sur ces situations, sur cette situation-là qu'il était brillant à l'époque, même avec le Real d'ailleurs. Et surtout aussi sur les phases de possession. Sur la première mi-temps, j'évoquais un peu la frustration de voir ce ballon rester dans l'axe et rester dans les pieds de Neymar, Mbappé et avoir ce côté un petit peu entonnoir. Et en fait, Di Maria, en arrivant en deuxième rideau, apportait cette capacité à aérer le jeu et à libérer les latéraux sur les côtés et à leur donner des ballons pour qu'ils puissent les remettre ensuite dans la surface de réparation. Donc vraiment une entrée très intéressante de sa part. À voir si c'était un one-shot le soir où tout se passe bien pour le PSG. Voilà, il rentre, il est motivé, il participe à la fête. Ou si ce Di Maria-là va pouvoir être une solution pérenne au milieu de terrain pour les Parisiens. Et s'il la devient, franchement, ça peut devenir, je pense, très très intéressant pour la suite. Oui, sachant que je révèle un secret, mais Christophe nous tanne depuis des semaines à dire que le PSG va gagner la Ligue des Champions, notamment après les pires matchs du PSG. Alors, là, en tout cas, qui seront dans la course pour la gagner. La gagner, tu t'enflammes un petit peu, tu extrapoles un peu. Je m'enflamme pas, mais on lisse toujours nos propos dits à l'écrit à chaud quand on s'enregistre. Oui, non, mais le coup de... Alors, parfois ça ne fonctionne pas, on retient que les coups où ça fonctionne, mais de l'équipe proche d'être éliminée, qui va au bout ou va très loin, comme les mecs qui sauvent des balles de match contre eux sur les premiers tours de Grand Chelem en tennis, qui finissent par aller au bout, ça existe, et je pense sincèrement que cette équipe parisienne a une marge de progression colossale sur pas mal de plans, et qu'elle est pas en retard par rapport à là où on en était la saison dernière à la même époque. Je pense qu'elle a plus de marge de progression sur pas mal de points qui peuvent lui permettre d'être dans la course. Après, ça peut se jouer sur des détails. Et des équipes comme le Bayern, intrinsèquement, sont peut-être plus fortes sur leur conviction collective. Mais à partir du moment où tu te qualifies, je pense vraiment que les compteurs sont remis à zéro. Et toi-même, étant supporter de Liverpool, tu sais qu'il y a eu 2-3 qualifications un peu compliquées, dont une qui t'a permis d'aller au bout quelques mois plus tard. Donc... Non, et puis on dit dans tous les podcasts auxquels on participe qu'on crée que le plateau est beaucoup plus faible qu'il y a quelques années. Là, je pense qu'il est historiquement faible. Alors, il y a quelques équipes qui se détachent, le Bayern, l'Atlético qui réalise un bon début de saison, même si la phase de poule est pas énorme. Liverpool qui est bien, mais qui a perdu Van Dijk et qui a des joueurs blessés tout le temps. Mais il y a pas beaucoup de mastodontes. La Juve n'en est plus un. Le Barça n'en est plus un. Il y a beaucoup de monde qui n'est plus très exceptionnel. Passons à l'autre match de ce groupe, Christophe, qui s'est joué la veille entre Leipzig et Manchester. Victoire 3-2 des Allemands. Victoire difficile, plus difficile que prévu, puisqu'après quelques minutes, on s'est dit que c'était plié. Leipzig ouvre le score à la 2e minute et double le score à la 13e minute, but de Angelino et d'Aidara. 3-0 à la 69e minute, puis une fin de match beaucoup plus difficile. Où là ça va presque revenir au score côté Manchester United. Pour autant, tu vas nous parler des aspects positifs de Leipzig. Alors on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu m'as dit avant l'enregistrement qu'on pourrait faire 1h15 sur ce match. On va pas faire ça, donc je vais te demander d'être synthétique, mais il y a beaucoup de choses à évoquer et on va commencer par le projet de jeu, le plan de jeu de Leipzig, qui en tout cas risque d'être temporaire parce qu'ils n'ont pas vraiment de neuf en ce moment, donc ils s'adaptent et ça met des équipes en difficulté. C'était le Bayern le week-end dernier, ça a été Manchester ce coup-là. Ouais, disons qu'ils n'ont pas de neuf ultra performant. Je pense qu'ils comptaient sur Sorloth pour être ce joueur qui remplace Patrick Schick. Alors même s'il a des qualités un petit peu différentes,
lui aussi, il prend de la place, même si Schick est plus Langeli qu'autre chose. Mais Schick était capable de jouer en remise, en appui entre les lignes, etc., de faire vivre le jeu. Sorloth est quand même plus finisseur, mais pour l'instant, comme je disais, il a du mal à se montrer incontournable. Et comme on sait que Poulsen a un jeu très identifié avec des forces, des forces et des faiblesses assez nettes, tu sais ce que tu as avec lui, il n'y aura pas de vraies surprises. Et le choix qui est fait, alors pas à tous les matchs, mais c'est un parti pris quand même assez régulier depuis le début de la saison, qui est de jouer sans attaquant de pointe. Là, ça s'est confirmé sur les 2 derniers matchs, qui étaient 2 matchs très importants. Celui de championnat samedi face au Bayern, même s'il n'est pas décisif, c'est quand même ces matchs-là qui peuvent faire basculer la saison d'un côté ou de l'autre, puisqu'en Bundesliga, il n'y a pas non plus des milliers de points qui sont perdus au fil de la saison. Donc du coup, si tu perds ce match-là et que tu te retrouves à 4-5 points du Bayern, ça peut être ensuite impossible de jouer le titre par la suite. Et donc cette finale, en quelque sorte, du groupe pour se qualifier face à Manchester, elle est 2 fois, donc tu joues sans numéro 9 de métier, avec une ligne de 3, donc là c'était Nkunku, Olmo, Forsberg. Je ne sais même plus si Olmo était titulaire sur le match face au Bayern. Je sais qu'il y avait Forsberg et Nkunku. Non, c'était Kluivert le 3e, que je ne dise pas de bêtises. Mais en fait, là, le vrai truc, c'est que, comme un peu toutes les attaques sans numéro 9, mais le but c'est d'avoir un joueur qui décroche et au final avoir une supériorité au milieu. Et ensuite, tu fais sortir la défense adverse et tu as des courses en profondeur. Alors, quand c'était dans un 4-3-3 avec Messi, ça venait des ailiers. Là, dans cette configuration-là, ça pouvait à la fois venir donc des autres joueurs offensifs, si tu as Forsberg qui fixe. Bon, Olmo moins, quand c'était Kluivert et Nkunku, les 2 faisaient des courses. Là, c'est plus Nkunku seul, mais surtout des pistons. Et là, le piston gauche, Angelino, qui, encore beaucoup plus que face au Bayern, donc, comme je le disais, c'était plutôt la ligne offensive. Là, ça venait un petit peu plus excentré, un petit peu plus de l'arrière. Et tu avais toujours cette transversale, Sabitzer au milieu de terrain, donc il pouvait avoir des phases de conservation avec Forsberg, Olmo, etc., mais qui se donnait du temps pour ouvrir, allonger vers Angelino, qui faisait l'appel sur le côté gauche en profondeur, en jouant toujours très haut, les limites du hors-jeu souvent, face à une défense à 5 de Manchester où Wan-Bissaka avait tendance à se recentrer et du coup le laisser assez seul, ce qui peut être un parti pris, sauf qu'Angelino va très vite pour passer du côté à l'axe, donc du coup lui laisser de l'espace, en fait c'est un peu dangereux parce qu'il se recentre très vite et il passe très vite de la ligne de touche à l'angle de la surface. Il marque un but là-dessus, ensuite quelques minutes après, donc sur une très belle volée, quelques minutes après il refait une action du même genre où là il part d'un petit peu plus loin, c'est pas une finition en un temps et c'est arrêté par le gardien. Un peu plus tard il est à nouveau trouvé après un décalage un petit peu plus long, il est trouvé un petit peu plus en bout de chaîne, mais il fait son centre pour Aïdara qui reprend, donc passe décisive. Il peut encore faire une passe décisive supplémentaire, mais là Forsberg qui se retrouve à 6 mètres du but fait un contrôle correct, mais ensuite ne cadre pas sa frappe alors qu'il est tout seul au point de penalty. Et globalement là-dessus tu as un déséquilibre qui est colossal. Alors c'est pas dit que toutes les équipes du monde doivent exploiter même les gros décalages pour à chaque fois sanctionner, et que 20 minutes à faire 5 décalages ça doit faire 5 buts. N'empêche qu'un tel déséquilibre tactique à ce niveau-là de la compétition sert pas forcément face de groupe de Ligue des Champions, mais affiche entre 2 équipes qui visent les 8e de finale, voire mieux, et une équipe de Manchester qui sur le papier est quand même bien armée. Je vais pas dire que c'est unique, mais c'est extrêmement rare de voir à ce point-là un sentiment d'impréparation d'une équipe telle que Manchester, sachant que, comme je le disais, le plan général de faire sortir la ligne défensive pour ensuite attaquer la profondeur était le même que 4 jours avant. Alors avant qu'on développe sur Angelino, le futur Ballon d'Or qui succède à Marcos Llorente, un petit point sur la défense à 5 de Manchester United. Je sais que ça te tient à cœur, Christophe. Une défense à 5 qui n'a pas les avantages d'une défense à 5. Et c'est ça qui t'a marqué, qui t'a étonné. C'est que normalement, une défense à 5 sur les ballons au 2e poteau, elle va être plus forte qu'une défense à 4. Et là, ils prennent 2 buts au 2e poteau. Ouais, je pense vraiment. En fait, c'est difficile dans ces trucs-là de savoir quelle est la part de mauvaise préparation du coach et quelle est la part d'erreur des joueurs. Parfois, tu donnes parfaitement des consignes aux joueurs, les fermetures au second poteau notamment, qui sont vraiment un truc très prégnant dans le foot actuel, avec des latéraux qui sont de plus en plus offensifs. Donc peut-être que les consignes étaient très bonnes et que les joueurs ne les ont pas bien appliquées. Le fait est que c'est pas forcément le système que connaissent ces joueurs-là et que Manchester a l'habitude d'utiliser, et qu'à partir du moment où tu le lances sur un match comme ça, tu prends aussi le risque que les habitudes n'ayant jamais été créées, les joueurs soient mal positionnés, et les buts naissent de décalage comme ça,
Ou alors t'as aussi des blocs, notamment sur le but d'Aïdara. Je crois que c'est Luke Shaw qui veut reculer et il y a un joueur qui le bloque, mais parce que voilà, c'est dans l'action et tu t'es un peu battu au départ, donc du coup, puisque tu es toujours dans la réaction plutôt que dans l'anticipation, tu prends aussi le risque d'avoir des gens sur ta route et de pas pouvoir faire les décalages en temps normal. Mais c'est vrai que sur le papier, à la limite, te dire Lindelof, Maguire, Shaw, Axio, pourquoi pas, même si Shaw axial, je suis pas ultra fan, mais je suis pas ultra fan du joueur de base. Wan-Bissaka, piston, plus de mal, Alex Telles de l'autre côté, pourquoi pas. Mais oui, comme tu le disais, en fait, cette défense à 5 ne t'apporte aucune sécurité de défense à 5 classique, et tu vois même pas l'apport offensif que pour avoir un Telles en étant trouvé avec de l'espace. Donc du coup, d'ailleurs, ça rebascule à 4 après la mi-temps avec la sortie de Telles remplacé par Van de Beek, et ça va tout de suite beaucoup mieux dans un système beaucoup plus habituel. Et c'est vraiment le truc où j'imagine qu'il y a, alors ça se voit pas du tout, mais il y a peut-être une surréaction par rapport à ce que voulait faire Leipzig, et du coup l'envie d'être entre guillemets plus malin et de faire des anticipations, genre ah oui, Angelino fait ses appels, ils sont à 5 derrière, on va basculer à 5 derrière, et puis Aïdara, bon, même si je pense pas forcément qu'ils anticipaient Aïdara à côté, parce que c'est plutôt un numéro 8, mais Aïdara, Angelino vont être toujours au large, donc du coup on met des joueurs dans la zone. Au final, ça marche pas du tout parce que Wan-Bissaka se recentre, et comme je disais, Shaw central. Enfin, vraiment, il y a des problèmes, je trouve, de zone occupée. Ça n'a pas fonctionné, et je pense que voilà, tu peux à la fois reprocher aux joueurs de ne pas avoir bien appliqué le plan, mais aussi à l'entraîneur d'essayer d'inventer quelque chose, alors que je pense que vu les 2-11 de départ, c'est ce que tu me disais avant le début du match, a priori, Manchester, en jouant à son niveau, doit quand même ne pas perdre et se qualifier. Oui, parce que les individualités de Leipzig sont vraiment sublimées par la qualité collective, comme c'était le cas à Hoffenheim, où Kader Abek était devenu un vrai bon joueur au niveau européen. Et c'est pas. Il y avait c'est pas le Grealish cas, également que tu aimais beaucoup, Oui, t'avais l'impression que c'était le nouveau Pirlo. et j'ai pas de nouvelles de lui. Il m'a a pas envoyé de mis, texto il a récemment. mis un doublé ce week-end, si tu veux savoir si je dis pas de Très bien, bêtises. bonne nouvelle. Je crois que dans un jeu du directeur sportif, je l'avais envoyé dans un club, peut-être à Tottenham ou quelque chose comme ça, ou à Lyon, je sais plus, un des deux. L'entrée de Pogba, avant qu'on parle du meilleur chauve du foot actuel, qui est un faux chauve, un crâne rasé, mais d'abord Pogba qui entre, Christophe, pas très tôt dans la rencontre, je crois, qui entre assez tard, et qui entre pas à la mi-temps, alors que Manchester est déjà mené 2-0, qui va en partie, pas coûter, mais être impliqué sur le troisième but de Leipzig, c'est ce que tu me disais en début d'enregistrement. Pogba qui rentre à la 61e à la place de Matic, mais qui, malgré cet errement défensif, va être le détonateur de la bonne phase de jeu de Manchester United en fin de période, qui va marquer un but d'ailleurs, même si c'est accordé à Konaté sur un CSC, mais c'est Pogba qui monte sur toute la défense de Leipzig et qui pousse ce ballon vers le but. Bon, ça démontre un peu finalement tous les problèmes de Manchester de ne pas arriver à intégrer ce genre de joueur dans son projet collectif. On en parlait récemment, tous les milieux qui sont passés par là récemment, même des créatifs, sont devenus des destructeurs. Et Pogba, que tu n'arrives pas à impliquer assez défensivement, par contre, peut te sauver offensivement. Il y a une vraie question déjà, qui est l'influence des propos, dont le timing est quand même assez étonnant, mais de Raiola, son agent, qui le matin même, je sais plus si je crois que c'est tout au sport, si je dis pas de bêtises, dit qu'en gros Pogba ne prolongera pas, n'a pas d'avenir au club, et que du coup ça serait mieux pour lui et pour tout le monde qu'il soit vendu. Donc est-ce que Pogba est remplaçant pour ça, pour un peu faire une leçon ou pas? J'avoue que dans le foot... Il était déjà remplaçant contre Paris c'est ça. il y a une semaine. C'est ça. J'avoue que dans le foot, rien ne surprendrait. Maintenant, l'enjeu me semble trop grand pour un peu faire jouer au plus malin. Il était effectivement remplaçant, il est souvent remplaçant depuis le début de saison. Alors après, il était titulaire face à West Ham lors du week-end, il joue les 90 minutes et il est bon, il met une frappe de loin. Je sais pas, mais toujours est-il que vu la direction qui était prise, alors l'entrée de Van de Beek est plutôt bonne et moi je suis client du joueur, donc du coup que Van de Beek entre le premier, ça me dérangeait pas, mais dans l'absolu que Matic soit sur le terrain jusqu'à l'heure de jeu sur un match pareil et que Pogba n'entre qu'à ce moment-là, c'est un peu étonnant. Alors après, l'entrée de Pogba participe d'une dynamique générale où Leipzig est un peu fatigué, recule un peu, et Manchester va un peu à l'abordage, donc parfois tu as un truc qui est un peu atactique de juste sur l'envie d'aller presser, et du coup tu as les pieds qui brûlent plus facilement en face, et de ce côté-là, Leipzig étant un effectif assez jeune et plutôt quand même sur
la transition, la vivacité, des inspirations, et moins dans cette capacité à pouvoir conserver le ballon pour un peu tuer le match. Ça sera jamais le Barça qui avait son but d'avance et qui ensuite faisait tourner et dicter le tempo. Là, Leipzig le subit, n'empêche que l'entrée de Pogba te permet d'avoir encore plus ce contrôle du milieu de terrain, parce que c'est extrêmement difficile de lui prendre la balle. Et quant à lui, Bruno Fernandes, Van de Beek, t'as vraiment beaucoup de prise sur ce qui se passe dans l'entrejeu face à Campbell, Sabitzer, etc. Et donc avec Tyler Adams aussi qui rentre en fin de match, donc je suis enfin vraiment, je pense que lui est sublimé par Nagelsmann, même s'il est sublimé, ça devient pas non plus le joueur du siècle, mais ça fait partie des joueurs qui pour moi sans ça ne sont pas si forts que ça. Et bon, c'est trop peu, trop tard, même si Goulashi fait un arrêt sur un quasi CSC de Konaté, non, de Mukiele, pardon. Konaté en fait déjà un, plus un penalty concédé, donc ça peut très bien faire 3-3, mais c'est là où tu te dis c'est fou, parce que Manchester joue entre guillemets pendant une grosse demi-heure et au final peut marquer les buts nécessaires, alors que Leipzig ne fait rien de mal, et ça confirme ce que tu disais, à savoir que même avec un plan de jeu perfectible, si tu mets tes meilleurs joueurs d'entrée et que tu mets Pogba assez vite pour corriger ce double pivot qui peut s'entendre, mais qui au final te fait un peu trop facilement perdre la bataille du milieu de terrain, bah tu te qualifies quand même. Donc ça revient à tout ce qu'on disait sur Solskjaer, qui est un entraîneur qui a des limites à ce niveau-là et qui n'a jamais prouvé sur 3-4 matchs de suite de très haut niveau qu'il avait un plan A qui fonctionnait, qui est toujours dans l'adaptation. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, et l'entrée de Pogba c'était déjà trop peu, trop tard, si je ne dis pas de bêtises, face à Paris. Combien était ton pouls sur les 10 dernières minutes du match? Alors juste avant que Konaté fasse la faute qui coûte le penalty, je vous avais dit que Konaté me faisait peur, parce qu'en fait il est tellement costaud que quand il joue un duel à l'épaule, les gens tombent et on siffle toujours faute contre lui, un peu façon Shaquille O'Neal, qui même quand il fait pas faute, en fait ça siffle faute. Donc j'étais pas spécialement inquiet à 3-1 parce que je le sentais venir. Par contre le 3-2 où moi je voyais la main qui vient 2 minutes après, là je me disais que Leipzig était éliminé. Et donc je l'avais pris avec philosophie, parce que même si je ne suis pas un hater de Manchester, dans l'absolu je m'en fiche un peu, je prends beaucoup plus de plaisir à voir jouer Leipzig. Donc j'étais sur une forme de fatalité, finalement j'avais accepté le destin, comme j'avais accepté le destin de la Lazio la veille, et au final les deux n'ont pas encaissé ce but, soit sur un arrêt du gardien, soit sur une barre en fin de match. Donc du coup j'étais limite étonné, parce que d'habitude ça tourne dans l'autre sens, mais non, pour une fois j'étais assez stoïque. Parlons d'Angelino, qui était à City il y a quelques temps, qui avait été prêté aux Pays-Bas et qui a fait des bonnes saisons là-bas, qui derrière est prêté à nouveau à Leipzig avec option d'achat. Leipzig l'achète. Il avait fait quelques matchs en début de saison dernière avec City, notamment un match contre Liverpool. Il m'avait terrorisé avec ses centres. Je l'avais trouvé très bon et je me suis dit, peut-être que c'est ça le futur latéral gauche de City, et j'ai l'impression que personne là-bas lui a donné du temps, et ça reste mystérieux quand tu vois que City aujourd'hui se retrouve à jouer avec des Cancelo en faux pied à gauche, ou à espérer que Mendy récupère sa forme physique je sais même plus de quand en fait, de 2017. Flo, c'est ça la dernière saison de Mendy complète en fait, avant qu'il se pète la saison de la Coupe du Monde. C'est quoi ta question? Le mec était parti jouer à Among Us. C'était Absolument. Quand la dernière saison complète de Benjamin Mendy? Parce que c'est quoi, c'est le titre de Monaco, non? C'est ça. Ouais, je pense que c'est sa dernière à Monaco, parce que quand il arrive à City, il se blesse très rapidement, je crois. Il se blesse au genou. Il s'est même blessé la saison d'avant, parce qu'il arrive à la Coupe du Monde quasiment dans l'impossibilité de jouer, je crois, non? 2018. Il me semble qu'il s'est pété pendant la saison 2017-2018, c'est ça? Alors c'est peut-être cette année-là qu'il arrive à City, oui, t'as raison. Je pense, parce que Monaco est champion en 2017 et il doit signer l'été suivant. Et après, il se pète et on le voit courir, célébrer les buts en béquille sur le bord de terrain de City. Je crois que c'est ça la chronologie, il me semble à peu près, de Benjamin Mendy. Donc ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il y a eu du Zinchenko aussi, Christophe, à un moment. Quand on voit les perfs d'Angelino, on se dit que Guardiola et le club aurait peut-être pu lui donner un peu plus de temps, parce qu'aujourd'hui, tu mets le même joueur dans un rôle similaire à City, il n'y a aucune concurrence. Ouais, là, tu as même du hacker, parfois latéral gauche. Oui. Non, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut dire que Angelino, là, joue piston, et piston plus, quoi. C'est vraiment, il joue comme un ailier sur ces zones
sur ses zones d'occupation du terrain. Donc tu vas dire oui, mais il défend pas les mêmes situations qu'un latéral de défense à 4 qui doit voir un peu où se placer par rapport au central, etc. Sauf que City, normalement, quand tout se passe bien, fait ses matchs entre 60-65% de possession, et du coup, les zones d'activité du latéral d'une défense à 4 sont quasiment les mêmes, comme Alves, quand il était dans la défense à 4 du Barça dans l'absolu, jouait plus haut que la plupart des pistons, alors même s'il y avait moins de pistons à l'époque, mais de défense à 3. Donc c'est vrai que c'est très étonnant, et quand tu vois ce qu'il est capable de faire en zone de finition, alors je pourrais te dire de bêtises, je crois qu'il est impliqué sur 6 buts, quelque chose comme ça, 6 ou 7 sur cette phase de poule, c'est l'un de... 3 buts, 3 passes D, Christophe. Ouais, c'est ça, donc 6. Et il est déjà en Bundesliga en 10 matchs à 4 buts et 2 passes D, donc il est à 7-7 au total. Non, 7-5 pardon au total, et on est le 10 décembre, et la saison a commencé tard. Donc il est sur des bases à la Gossens la saison dernière. C'est ça, à part Tavernier, qui fait beaucoup mieux aux Rangers. N'importe quoi ces stats. Mais bon, qui en plus tire les pénaltys. Mais c'est vrai que oui, pas énormément de choses à dire, si ce n'est que il sait bien quand se projeter, et ça c'est pas mal, parce que parfois des joueurs ne vont pas faire ses appels, vont les faire à contre-temps. Lui, il les fait toujours dans le bon tempo, il est assez rarement hors jeu, et puis le bon pied dans toutes les situations, soit pour centrer, parce qu'il délivre énormément de caviar, pareil contre le Bayern, et c'est lui qui fait un superbe centre pour le 3-2. Sur la tête de Forsberg, et en zone de finition, et là où c'est plus étonnant, à la limite qu'un latéral soit capable de centrer, pourquoi pas, mais les volets qu'il met, les enchaînements qu'il met, il y a vraiment des attitudes, une certaine sérénité de joueurs habitués à évoluer dans cette zone-là, et City peut se mordre les doigts. Après, il me semble qu'il n'est pas... je sais pas s'il est encore en prêt ou autre, j'avoue que j'ai du mal à suivre sa situation. Il a été acheté, je crois, pour une vingtaine de millions d'euros la saison dernière. L'option a été levée, j'étais même pas sûr qu'il n'y ait pas une clause de rachat malgré l'option levée, mais tu dois avoir raison. Mais ça fait partie, même si je pense que le plan de jeu l'aide, mais des espèces d'anomalies du foot actuel d'avoir ce joueur-là qui est limite la source principale de but de cette équipe de Leipzig qui pourtant marque beaucoup. Anomalie de plus en plus nombreuses, quand même. Christophe, faut le noter, il y a eu Gossens et Attebourg l'an dernier, à Liverpool, Arnold et Robertson, ça fait 3 ans que ce sont les meilleurs passeurs du club. Il y a de plus en plus de clubs comme ça où les pistons, on pourrait parler de l'Alzari et la Lazio, qui est aussi... Disons qu'en fait, pour moi, l'anomalie, c'est le fait que ça soit ultra déséquilibré, parce qu'à droite, t'as soit Mukiele, là, t'avais Aïdara, mais disons, tu vois, t'as un piston, t'as même pas ce côté... C'est un peu comme Perrault à Brest, qui est un peu plus offensif, mais vraiment le truc, la menace vient toujours au même endroit, donc du coup tu l'imagines plus facilement ciblé que quand t'as deux ailiers, pistons, enfin voilà, qui sont très hauts, et du coup t'es obligé de te déformer des deux côtés. Là, dans l'absolu, tu pourrais presque jouer une prise à deux et laisser le piston droit un peu tout seul. Mais de toute façon, on continuera à suivre sa saison, puisque là, Leipzig du coup est qualifié en tant que deuxième du groupe derrière le PSG. Donc on le verra en huitième de finale. Voilà pour le groupe H, le groupe du PSG, qui a emporté 5-1 contre Başakşehir. Alors le groupe B, on devait commencer par Real Gladbach, mais puisque je sens que je perds Flo et qu'il est parti, je ne sais faire quoi. On va parler d'abord d'Inter Shakhtar, Flo. Real Gladbach, dans le même temps, a terminé à 2-0 et les équipes étaient clairement au courant du résultat du match en face, et on en parlera après avec Christophe. Mais Inter Shakhtar, qu'on a vu tous les deux, pas en entier. On a zappé d'un moment à l'autre entre ce qui se passait au Real, ce qui se passait à l'Inter, ce qui se passait aussi à Salzbourg, puisqu'il y avait une finale à Salzbourg contre l'Atlético. Est-ce qu'on commence par ce qu'a fait l'Inter, Flo, ou est-ce qu'on commence par essayer de comprendre ce que visait le Shakhtar? C'est assez compliqué. On peut aussi commencer par Real Gladbach et faire dans l'ordre chronologique, vu qu'on a tous vu la première mi-temps de ce match. Ouais, Ah oui, c'est vrai que tu as vu la première mi-temps de cette rencontre. Oui. Tiens, je te relance sur Real Gladbach. Je crois qu'on a tous vu le même problème du côté de Gladbach, c'est les sorties de balles, très très gênées par le Real. Et là, pour le coup, il y a des équipes allemandes qui arrivent à très bien ressortir. Gladbach est peut-être pas la meilleure des nouvelles équipes allemandes sur ce plan-là. Leipzig et Leverkusen s'en seraient peut-être mieux sortis. Là, ils ont eu énormément de mal à atteindre le camp madrilène. Ouais, ils ont pas Dupamecano derrière, par exemple, qui est capable de prendre beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Même au milieu de terrain, Neuhaus est capable de super passes, mais est-ce que c'est aussi est-ce que le double pivot de Gladbach est efficace pour se sortir de la pression? Là aussi, c'est sans doute une limite à l'heure actuelle. Après, je retiens aussi leur approche avec ballon, où j'ai eu l'impression d'avoir une équipe qui
s'est dit, bon, si on va à Madrid, il nous suffit d'un nul, en tout cas il suffit de ne pas perdre et on passe. Et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de jouer pour ne pas perdre, en se disant, on va les attendre au milieu avec notre 4-4-2, on va les laisser venir, et surtout on a vu ces derniers temps que le Real avait quand même beaucoup de problèmes pour contrôler les transitions défensives. Le Shakhtar les a battus comme ça. En championnat, c'est Alaves, il me semble, qui avait eu beaucoup d'opportunités de cette manière-là aussi, sans forcément en profiter. Donc il y avait peut-être quelque chose à faire pour Gladbach, d'autant qu'en transition ils sont quand même très bons, et je pense que le quatuor aligné avec Thuram, Plea, Stindl un petit peu pour organiser tout ça et Mbolo en pointe, je pense que c'était en grande partie pour ressortir très vite à 4 et essayer de faire des différences. Et en fait, malheureusement, on a vite vu que leur bloc défensif était assez perméable. À partir du moment où t'encaisses, où t'es pas armé pour sortir des centres, forcément ton plan en prend un coup et ton envie d'attendre en prend un coup, et ce premier but concédé assez rapidement, ça vient au quart d'heure de jeu il me semble, le premier but. Ça vient assez vite, hein, parce qu'il 9 minutes. Très tôt dans le match quand... Ouais, 9 minutes même, c'est encore plus tôt. Ce premier but vient un petit peu faire voler leur plan en éclats. Alors derrière, il y a Plea à une balle de 1 partout, qu'il rate sur une transition, justement, une attaque rapide, une des rares attaques rapides de Gladbach en première mi-temps. Donc si Plea la met, ça change tout le match, évidemment. Mais ça passe à côté. Et derrière, ils prennent le deuxième sur un centre, cette fois de Rodrigo. À chaque fois, des centres qui visent la même zone et qui tombent dans la même zone, c'est-à-dire dans le dos du central. Et enfin, entre le central et le latéral droit, Leimer, qui lui a aussi un joueur dans son dos. Donc Benzema parfaitement placé pour mettre sa tête à chaque fois. Et puis derrière, ça fait 2-0. Et puis l'histoire du match est réglée. Et heureusement pour eux, on en parlera après en effet, Raphaël, le Shakhtar et l'Inter n'ont pas été foutus d'aller chercher 3 points. Je reste avec toi, Florent, pour dire quelque chose de positif du Real, parce qu'on nous fait le reproche souvent de détester le Real. J'ai vu passer un tweet qui m'a fait rire récemment. C'était sur les 120, c'est quelqu'un qui avait dit c'est bien les 120, mais ils détestent le Real, c'est un truc de fou. Alors, on déteste pas le Real, mais disons que des équipes qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions, je pense que cette équipe-là est pas la plus marquante sur le plan du jeu et de ce qu'elle a apporté au jeu. Après, toutes les équipes peuvent pas apporter 1000 choses au jeu. Mais souvent, on avait vu un Real qui pouvait être moyen sur son pressing ou son bloc médian et qui était un peu rattrapé par sa défense centrale qui était très bonne pour défendre la surface. Là, Flo, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été bons sur le pressing dans le camp adverse parce que Gladbach a perdu beaucoup de ballons sur ces séquences-là et que sur la première période, j'ai pas souvenir, à l'exception, tu disais, de cette frappe de Plea, de voir Ramos et Varane défendre finalement plus de, une passe vers l'avant. Ouais, non. Un Ramos, c'est vrai que dans ce genre de match décisif, etc., t'as souvent l'habitude de le voir parce que c'est lui qui va couper les actions par ses anticipations et ses sorties de l'alignement défensif, justement pour compenser en effet des problèmes plus hauts sur le terrain. Et c'est vrai que sur ce match-là, mais un petit peu aussi comme le match face à Séville le week-end dernier, où le Real s'impose et n'est pas non plus hyper bousculé, ne donne pas l'impression de beaucoup souffrir, et c'est un peu dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur cette semaine décisive, qui n'est pas terminée d'ailleurs, vu qu'ils vont avoir le derby face à l'Atlético samedi soir, il me semble. Donc va encore y avoir une dernière échéance pour Zidane et ses hommes, mais c'est vrai que voilà, ils étaient sur la semaine où il ne fallait pas se manquer, et ils ont retrouvé certaines qualités dont ils avaient besoin, collectives, pour se sortir de cette période décisive pour leur saison. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à rajouter après ça. Je laisse Christophe en dire plus. Je vais relancer Christophe sur le Real des centres, ou les centres du Real, qui était déjà le projet en 2017, en 2018, en 2016, mais qu'on ne pensait pas survivre au départ conjugué ou suivi de Ronaldo et Bale, Christophe. Et puis Benzema suffit à survivre grâce au centre. Alors il y a un centre vraiment excellent de Rodrigo sur le deuxième but. Le centre de Vasquez sur le premier est moins incroyable. C'est un centre un peu plus classique, même si Vasquez en tant que latéral droit, ça se révèle être pas mal du tout. Mais c'est assez marrant de voir que finalement, le mec qui était le moins fort de la tête en 2013-2014 au Real est devenu tellement bon que Ronaldo et Bale qui sont plus là, tu marques quand même pas autant de buts, mais tu peux autant dominer la surface sur certains matchs grâce à lui.
Oui, et là j'ai trouvé que le Real des centres a effectivement centré, mais que c'était pas stéréotypé. D'ailleurs, moi j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que le volume n'est pas plus élevé que pas mal de matchs assez classiques d'équipes qui sont pas Ah, forcément dans ce projet de jeu bah, de décaler. je t'ai trouvé ça, Christophe, c'est 21 centres. Donc c'est pas, oui, c'est pas scandaleux quand tu vois qu'Arsenal a fini à 44 centres lors de son match contre Tottenham. Ouais, c'est moyenne haute, on va dire, Oui. au niveau européen. Mais surtout, en fait, je suis pas ultra fan des centres. De manière générale, je trouve que c'est un projet de jeu un peu incertain et qui repose, alors ça c'est purement personnel, hein, mais beaucoup sur les qualités de détente, des qualités physiques, où bah, j'ai tendance à penser que certaines équipes ne sont pas armées pour ça, et ça me frustre un peu quand je vois des joueurs qui sautent 20 centimètres plus bas ne rien pouvoir faire, mais bon, c'est peut-être un truc ultra subjectif par rapport au fait de lutter au sol, on va dire. Mais là, les centres viennent parce que tu as créé le décalage en amont et pas parce que tu décides d'attaquer en investissant le camp adverse, en mettant 6 mètres dans la boîte avec des Bale, des Ronaldo qui ont des qualités physiques hors normes et que tu centres un peu à l'aveugle, alors avec des joueurs qui ont un vrai pied, hein. Mais tu dis, il y a tellement de monde dans la surface et il y a une telle domination aérienne que tu finiras bien par marquer, ce qui est un peu quand même l'histoire du match aller, en tout cas le deuxième but notamment, qui est, il y a beaucoup de monde dans la surface, tu te dis que ça finira bien par être poussé dedans. Là, les décalages sont faits en amont avec des bonnes sorties de balles, en essayant de ne pas trop impliquer Casemiro qui a quand même un pied limité, en ayant un Modric qui était hyper investi, premier à décrocher pour relancer et premier à presser de l'autre côté. Donc vraiment assez incroyable de ce point de vue-là, vu son âge, sachant qu'en plus il est en fin de contrat, il y a un vrai problème qui se pose pour le Real, savoir si ce que tu fais de lui, parce que c'est encore l'un de tes joueurs les plus influents. Mais ça, enfin, j'ai trouvé le bon projet centre, à savoir que tu donnes du temps, alors même si Rodrigo c'est plutôt un contre un, mais en tout cas tu donnes du temps quand même au mec qui est sur le côté. T'as Benzema qui peut se placer, qui peut essayer de se démarquer. Et c'est bien joué, ça récompense une domination. Je vais pas dire que je suis pas d'accord avec Flo, mais je trouve que c'est quand même important de faire un mini distinguo entre le match face à Séville et celui-là. C'est que face à Séville, tu as, je sais pas, je crois que c'est terminé à 37% de possession, et là c'est limite l'inverse. Je pense que le Real doit être au-dessus des 65, en tout cas c'était sur les temps de passage quand Voilà. les chiffres étaient affichés. 63, Christophe. 63, voilà. Juste pour dire qu'en gros, face à Séville, le Real contrôlait sans ballon. Là, le Real a plutôt contrôlé avec ballon. Et que, voilà, c'est deux matchs où t'es pas trop mis en danger, mais deux scénarios différents qui d'ailleurs sont presque plus intéressants que si t'avais fait deux fois la même chose. Ça prouve que le Real est capable de subir, entre guillemets, en tout cas, de laisser le ballon adversaire, mais aussi, si besoin, face à une équipe qui vient agresser, de dire, bah, si vous voulez nous agresser, essayez de voir ce que ça va faire. On va juste se donner du temps et de l'espace pour attaquer de l'autre côté parce qu'on va vous attirer, vous éliminer. Mais performance hyper intéressante du Real, l'une des plus convaincantes, peut-être même la plus convaincante, je pense, sur ce début de saison-là, la plus consistante aussi sur 90 minutes, et avec un Ramos qui fait partie de ces joueurs qui, l'air de rien, sur des mini transversales, des petites sorties de balles et tout, montre que, bah, ok, il y a la grinta, il y a une envie qui peut être supérieure sur certains matchs par rapport à d'autres où tu sens que les joueurs du Real sont un peu tranquilles, on va dire, et sont pas à fond. Mais tu as aussi un aspect technique qui, là, était quand même... qui fait, on va dire, de cette équipe l'un des favoris à la victoire finale si elle est capable de refaire d'autres prestations de ce genre-là. Parce que techniquement, ces sphères-là sont atteintes par très peu d'autres adversaires. On peut pas en dire autant de l'Inter, Flo. Déjà parce qu'ils sont éliminés. Et parce que même s'ils s'étaient qualifiés avec cette performance, on serait resté inquiet pour eux. Je te propose de commencer par eux, et puis on parlera du Shakhtar après. Un Inter qui a toujours les mêmes circuits pour ressortir le ballon, qui a toujours les mêmes circuits pour attaquer le camp adverse avec cette passe diago des latéraux vers les attaquants. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce truc de toujours dire la même chose sur l'Inter, ça devient presque un problème pour eux sur les compétitions européennes, les compétitions de coupe. Et un problème pour Conte, qui est un très bon entraîneur de championnat. Et il en a gagné quelques-uns. Il a ressuscité la Juve et à Chelsea, il en gagne un avec brio. Mais en Coupe d'Europe, est-ce que ça suffit d'avoir ce plan A uniquement? Et d'ailleurs, il a été tensé par Ouais, Capello à la voilà. télé italienne,
qui lui a dit Antonio, je sais pas s'il l'a tutoyé, mais je l'ai joué comme ça, est-ce que tu as un plan B? Et il a dit oui, mais je ne le dirai pas. Euh, donc que penser de ça? Bah, vous parliez des centres tout à l'heure avec le Real Madrid. Est-ce que tu es capable de me donner un chiffre sur le nombre de centres pardon, qu'aurait tenté l'Inter ce soir? Alors, c'est pas du tout, et c'est assez rare, c'est que je sais pas s'ils en ont centré énormément ou très peu. Bah, donne-moi un chiffre. Allez. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit le Real c'était 21 21, c'est et ça. Arsenal c'était 44, c'était beaucoup. 21, c'est une moyenne, je crois, à peu près. Ouais, je vais dire 29. 49. Ah oh là! Ah oui! Mais c'est la fin de match, ils jouent beaucoup, je pense. Il y a beaucoup de choses qui sont Ouais, rentrées je dans pense, rangées dans les centres, alors que c'est limite des longs ballons. Mais ok, oui, c'est beaucoup. Mais ça résume un peu le problème de cet Inter et le problème aussi des circuits de Conte, c'est-à-dire que ces circuits sont merveilleux quand ça déjoue un pressing et quand ça sort de la moitié de terrain et que tu arrives dans le camp adverse avec beaucoup d'espace et beaucoup de joueurs lancés. Une fois que tu as trouvé Lukaku, Lautaro qui combinent et que tu as les ailiers les pistons qui deviennent des ailiers, on peut dire, en attaquant la profondeur, voire Barella par exemple qui va se projeter. Là, tu as de la qualité partout sur le terrain et tu as de la vitesse, tu arrives lancé vers le but, tu as une défense qui recule, enfin bref. Ça arrive dans tous les sens, c'est très dur à défendre. Le problème de cet Inter là, c'est que par contre, quand tu te retrouves face à un bloc très bas, et le Shakhtar a quand même, sur toute cette phase de poule de Ligue des Champions, joué avec un bloc très bas la plupart du temps. En tout cas, dans sa moitié de terrain, c'était un système qui pouvait quasiment se transformer en 6-3-1. Et puis on attend. On verrouille, on empêche l'accès à la surface de réparation et on attend. Et ben si t'as pas cette profondeur dans le jeu, forcément, il te faut un plan B. Et le plan B de l'Inter, je pense que tu peux le résumer à ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire beaucoup de centres, ou alors c'est Lukaku ou Lautaro qui font une différence. C'est Lukaku touché dans la surface, qui se retourne, qui réussit à frapper, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que cette absence de variété, parce que c'est vrai que dans les 30 derniers mètres, ce soir, les milieux de terrain, c'était Barella, Brozovic, et j'ai perdu le troisième, je pense que c'était Gagliardini, comme d'habitude. Voilà, tu manques quand même de qualité, et c'est là que tu peux te poser la question du souci avec Eriksen. Pourquoi Eriksen joue si peu? Parce qu'en effet, dans les 30 derniers mètres, c'est quelqu'un qui, dans une position un peu reculée, est capable de t'envoyer quelques caviars, est capable de faire des frappes de loin. Il en a tenté 2 qui sont pas passés très très loin du but. Il y en a une qui était cadrée d'ailleurs et que le gardien sort. Bon gardien ukrainien d'ailleurs, le gardien du Shakhtar, à retenir pour la suite. Qui n'était pas Piatov. Hein. Voilà, ils vont peut-être sortir de cette génération Piatov qui était un gardien correct mais capable d'énormes bourdes qui les plombait de temps en temps. Le gardien... Akinfeev du Shakhtar. Ouais, c'est ça. Mais voilà, Eriksen, le fait qu'Eriksen joue peu ou quasiment pas, soit presque annoncé sur le départ, c'est quand même une vraie question. Quand tu vois les trucs qu'il pourrait débloquer, certes, aussi en envoyant des centres, mais de meilleure qualité sans doute dans la surface de réparation. Donc il y a cette question d'Eriksen, il y a la question de Sensi, qu'on avait beaucoup aimé et qui est jamais vraiment revenu, j'ai l'impression, de ses blessures de l'automne de l'année dernière. Parce que lui aussi c'était un joueur qui semblait intéressant justement dans les petits espaces, dans les petits périmètres et entre les lignes adverses pour essayer d'améliorer le jeu placé dans les 30 derniers mètres. Donc voilà, c'est peut-être là que se situe le plan B sans forcément changer de système ou d'approche, avoir des joueurs capables d'être plus pertinents dans les petits espaces pour accompagner Lukaku et Lautaro dans des zones où jusqu'ici l'Inter est assez rapidement mis en échec. Ce qu'il faut dire sur l'Inter aussi, Flo, c'est que Lukaku a très bien défendu et a imité Bentner et sans doute... Alors, la tête était peut-être sur le gardien, mais Sanchez était arrivé pour catapulter le ballon dans le but et Lukaku, sans faire exprès dans une position de hors-jeu, a renvoyé le ballon dans le ciel. Oui, c'est ça. Et comme tu le dis, ouais, je sais pas si elle était pas sur le gardien, mais elle arrivait quand même très vite, donc il aurait fallu un sacré réflexe, je pense, du gardien de but. On l'a dit tout à l'heure, mais qui est quand même prometteur. Mais c'est vrai que ouais, sur cette action-là, c'est cette action-là qui fait tout basculer. Sur un corner d'Eriksen d'ailleurs,
Oui. Ouais, Eriksen qui fait une bonne rentrée, qui se signale sur des tirs de loin, comme je le disais, et en plus en apportant de la qualité sur coup de pied arrêté. Donc c'est vrai que quand tu es en difficulté pour créer, etc., c'est quand même un vrai facilitateur qui va pas forcément te faire t'apporter dans les 2 premiers tiers du terrain tout le temps, mais dans le dernier, quand tu domines, etc., c'est quand même surprenant de le voir rentrer aussi tard. Christophe, est-ce que, et la question est pour vous deux, mais c'est même pour moi, parce que je ne sais toujours pas y répondre, que visait le Shakhtar au début du match et est-ce que ça n'a pas changé au fil du match? Parce qu'il faut préciser, avant que vous donniez votre avis, que le Shakhtar a joué pendant 60-70 minutes, qu'ils ont fermé à partir de la 70-75e minute, et qu'à la fin ils jouaient la montre et que le coach du Shakhtar a serré le point quand ça a fini à 0-0. Ouais, je vais déjà répondre sur ce sur quoi j'ai des infos, puisque autant on aime bien rattraper les matchs et vraiment avoir le panorama le plus large possible, autant là, puisqu'on enregistre dans la nuit à chaud, on peut pas voir tous les matchs en même temps. Et moi, j'ai du mal à voir 2 écrans si je veux vraiment avoir une analyse pertinente des matchs, donc j'étais resté sur le Real. Mais le Real s'étant fini assez tôt, à la fois décalage inhérent au coup de sifflet, et puis en plus 2 minutes d'arrêt de jeu, j'ai eu quasiment l'intégralité du temps additionnel de l'autre match. Et donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais j'ai quand même, je pensais voir l'Inter dominer et le Shakhtar jouer des coups à fond. Et j'ai vu un entraîneur serrer le poing parce que son équipe est reversée en Ligue Europa. Donc c'est l'anté André Villas-Boas. J'ai vu un gardien prendre un carton jaune pour gain de temps, sur un gain de temps où je pense qu'il a attendu 30 secondes avant de faire un 6 mètres. Et j'ai vu surtout, et ça c'est un truc, alors j'ai tweeté, j'ai dû faire 2 retweets, donc clairement tout le monde s'en branle, mais moi ça m'a vraiment choqué, qui est que Handanovic monte sur les derniers corners parce que, coup de pied arrêté, parce qu'il faut absolument que l'Inter marque et tu passes de 4e à 2e et tu te qualifies, mais le Shakhtar peut du coup jouer la carotte et se dire, allez, est-ce qu'on défend juste cette 3e place, ou est-ce qu'on met 2-3 joueurs pour profiter du fait qu'il n'y ait plus le gardien? Les coups de pied arrêtés, même avec beaucoup de monde dans la boîte côté adverse, t'as quand même, je sais pas, 10 ou 15% de marquer, de chances de marquer, mais c'est pas non plus, même en égalité numérique, tu peux survivre. J'avoue que le fait que le Shakhtar ne joue quasiment pas, en plus il y en a une où concrètement je pense que tu as une supériorité numérique, tu peux ne pas rendre le ballon et essayer de jouer ta transition, et comme je le répète, il n'y a plus de gardien, donc tu arrives dans les 40 mètres. Logiquement, à ce niveau de la compétition, tu peux marquer un but de 40 mètres si tu n'as plus de gardien. Donc j'avoue que ça me semble très surprenant parce que au-delà de l'écart, en fait, il y a plein de choses. Il y a l'écart symbolique entre C3 et C1. Il y a l'opportunité qui se présente quand même pas tous les ans pour le Shakhtar de se qualifier pour le 8e, parce que souvent ils sont pas mal, mais ils terminent 3e de poule parce qu'ils sont face à des adversaires de grande qualité. Et puis troisièmement, il y a aussi un aspect financier qui peut aussi diriger tes manœuvres et qui fait que tu gagneras pas du tout la même chose selon que tu fasses, j'ai l'impression, même un 8e de finale de Ligue des Champions par rapport à un parcours honnête en C3 où en plus ils étaient déjà l'an dernier jusqu'en demi-finale. Donc c'est vrai que ça c'est assez étonnant, et le fait de tout protéger sur le nul, sur des phases de jeu, à la limite pourquoi pas, mais quand il n'y a plus de gardien en face, ne pas essayer de te dire on va essayer de marquer un but, je ne me l'explique pas. Mais d'ailleurs, toute cette phase de poule du Shakhtar et globalement de cette poule, parce que le Shakhtar gagne 3-2 au Real, fait 0-0 contre l'Inter dans un match horrible, alors qu'on avait tous envie de voir le Shakhtar après leur super performance du premier match, prend 6-0 à domicile par Gladbach, prend 4-0 à l'extérieur par Gladbach, bat le Real Madrid 2-0, net, à domicile, et refait 0-0 contre l'Inter, alors qu'avec un but, il se qualifiait. Et je comprends pas cette poule, on dirait une carrière d'acteur qui n'a aucun sens. Ou une carrière d'artiste qui n'a aucun sens. On dirait la carrière de Bernard Ménez. Mec qui est à la fois acteur de théâtre, réalisateur, ancien prof, qui a... J'écoutais un best-of dont on va se gêner, qui a aussi créé un club de foot qui s'appelle les Polymusclés. Un club de foot de journalistes, d'auteurs, d'anciens joueurs. Enfin, je comprends pas, j'ai l'impression qu'ils ont joué 3 compétitions en même temps, qu'au début ils voulaient se qualifier, qu'à un moment ils se sont dit « Ah ouais, mais ça veut dire qu'on va devoir refaire des matchs, les gars ». Un peu comme l'épisode de South Park, Flo, que tu dois connaître, où... Ils essayent de perdre des matchs de baseball, mais ils arrêtent pas de les gagner. Et finalement, ils doivent faire une finale nationale, mais ils veulent pas y aller. Donc, ils font exprès de paumer. Ouais, mais tous les autres font exprès de paumer aussi. Et cette poule, c'est un peu ça. T'as l'impression que l'Inter et le Shakhtar, ils font exprès de paumer tous les deux. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que cette poule est assez difficile à jauger, à juger. Après, voilà, autant le succès du Shakhtar à l'aller contre le Real, il y avait
il n'y avait pas grand-chose à redire. C'était une première mi-temps quasi parfaite et en effet très enthousiasmante, comme tu le disais. Après, le match retour, il piège un Real qui se laisse piéger un petit peu parce que le Real domine quasiment tout le match. Ils doivent faire la différence avant et puis ils se font avoir en prenant le premier but sur un contre de coup de pied arrêté. Et d'ailleurs, sur ce match face à l'Inter, j'ai cru qu'ils allaient refaire la même chose parce qu'à l'heure de jeu, ou un peu après, je crois, ils ont pareil un contre à jouer sur un coup de pied arrêté. Et tu te dis, ils vont leur refaire le même coup qu'au Real. Et puis finalement, il n'y a plus vraiment de transitions qui sont jouées jusqu'à ces dernières minutes. Et cette histoire des opportunités avec le gardien adverse qui sort. Mais non, ouais, difficile à comprendre. Surtout, au milieu de tout ça, tu as le 10-0 face à Gladbach. Oui. Qui vient totalement chambouler le truc et la lecture du groupe. Après, Gladbach, ça reste a priori, si on prend ce qu'en a dit Conte, selon lui, la meilleure équipe du groupe ou le meilleur collectif sur les 6 premiers matchs. Et c'est vrai, Christophe, que ça aurait été quand même très dommage de voir cette équipe se faire sortir par une victoire de l'Inter ou du Shakhtar, tant sur les 4 premières journées, voire même la cinquième journée, ils ont eu l'ascendant et ils perdent généralement des points dans les dernières minutes, notamment ce match aller face au Real Madrid où ils laissent filer 2 points alors qu'ils menaient 2-0 et ils se font rattraper à la toute fin de match. Ouais, c'est vrai, et c'est là-dessus que, au final, le cœur parle et c'est pas toujours rationnel. Mais en voyant, en plus, j'avais basculé sur un RMC 3, je crois, où tu as le multiplex, où du coup, tu avais le double écran, d'un côté le match de l'Inter et de l'autre, les joueurs de Gladbach qui regardaient ça tous en cercle sur un écran de téléphone, avec en plus le décalage, ce qui fait que ça se termine d'un côté, mais de l'autre, ils savent pas encore que c'est terminé, du coup, ils sont encore tendus, et ils voient ce Handanovic qui n'est plus dans son but, et eux, ça les embête bien, parce que peu importe ce qu'ils marquent, mais s'il y a un but, ça les fait sauter. Mais c'est vrai que sur ce moment-là, j'étais 100% pour Gladbach et pour qu'il y ait nul dans l'autre match, tout simplement parce qu'en fait ça n'a aucun sens ce groupe. C'est un peu vous faisiez des comparaisons que je ne comprenais pas forcément. Moi ça m'a fait penser à Phil Barnet qui a fait une interview incroyable dans Trax que vous pouvez trouver si vous faites Phil Barnet Google Actu, vu qu'il n'a pas beaucoup d'actu vous allez tomber assez vite dessus, où le mec a fait toute sa fortune sur avoir un seul enfant de toi, alors qu'au final le mec jouait du funk et du rap et c'était l'un des premiers à importer le rap en France, donc un truc qui n'a rien à voir. Mais au-delà de c'était une de mes lectures récentes assez originale. Mais c'est vrai que quasiment tous les matchs tu les rejoues et t'as pas le même score. Et autant le Shakhtar, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment maximisé leur performance, qu'ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner, et contre l'Inter ils font 2 fois nul, les 2 fois ils sont quand même plutôt dominés. Et contre Gladbach, dans tous les cas, ils allaient. Quand tu prends 4 et 6 buts, il n'y a pas à refaire le monde. Autant l'Inter peut battre Gladbach, l'Inter peut battre le Real sur le match aller, ou au moins faire le nul et ils se font taper sur un temps fort. Et Gladbach peut gagner ses 4 premiers matchs, au moins les 3 premiers, s'il y a 5 minutes de moins. Donc du coup, ça m'aurait quand même embêté que Gladbach sorte, parce que à chaque fois, sur 90% des matchs, ils font ce qu'il faut et ils craquent un peu sur les folies des adversaires qui poussent sur les fins de rencontre. Maintenant, ceci étant dit, je suis très content que Gladbach passe, donc pour qu'il y ait une forme de logique. Je pense qu'au moment des 8e de finale, je serais alors pas déçu, mais je me dirais mince, c'est quand même embêtant que l'Inter soit pas là, parce que le plafond de cette équipe me semble plus bas que celui de l'Inter ou celui d'autres équipes éliminées. Et j'ai l'impression que c'est un peu la belle histoire maintenant, mais qu'on se rendra compte que, comme certaines équipes de Valence ou d'autres, qui se retrouvent en 8e. Tu avais Leverkusen aussi qui souvent se retrouvent en 8e il y a quelques années, notamment face à Paris, et tu te rendais compte que c'était leur seuil de compétence. Je pense malgré tout que c'est plus une belle histoire de l'automne et de l'hiver qu'une surprise du printemps. Non, mais ça aurait été drôle, pas pour eux, mais de se dire que Gladbach aurait pu sortir avec un 10-0 sur le Shakhtar, avec une différence de but de plus 7, et que le Shakhtar avec un petit but serait passé avec moins 6 de différence. Et en s'étant pris 10-0 par Gladbach qui serait allé faire l'Europa League, ou même peut-être rien s'ils n'avaient pas... je sais pas, non, ils n'auraient pas pu faire rien en fait. Le Shakhtar aurait fini à 7 points, donc je dis des conneries. Christophe, un mot court sur deux matchs de 16e de finale, entre l'Ajax et l'Atalanta, qui se termine par une victoire de l'Atalanta, et entre Lazio et Bruges, qui se termine par 2-2. C'était 4 équipes qui s'affrontaient directement pour aller en 8e, et Ajax-Atalanta n'a pas été aussi sympa qu'on pouvait l'imaginer, peut-être à cause de l'enjeu.
Par contre, j'ai l'impression que Lazio-Bruges a été un peu plus divertissant. Ouais, en fait, il y a toujours la question des attentes qui fait que un match moyen, quand tu t'attends à un feu d'artifice, t'es toujours beaucoup plus déçu que si tu t'attendais à rien. Euh, Avec la fameuse phrase, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Là, c'est vrai qu'Ajax-Atalanta, pour commencer par ce match-là, qui est le plus proche de nous et qui était la plus belle affiche des deux, ce qu'on peut en dire, c'est simplement que l'Atalanta a l'habitude de faire beaucoup d'individuels, de jouer 5 contre 1 sur le plan défensif. Sauf qu'à l'aller, ça allait chercher très haut et du coup, tu avais les montées de Schürrle, etc., qui te permettaient de casser un petit peu sur un contre 1 et d'aller attaquer en nombre et de mettre un peu le bazar dans tout ça. Là, il n'y a pas eu cette volonté de l'Atalanta d'aller chercher haut parce qu'avec un nul, les Italiens étaient devant, donc qualifiés. Et finalement, l'Ajax arrivait relativement facilement au milieu de terrain, mais face à ce bloc médian-là, qui disait bon bah vas-y fais tes différences, comment tu fais, est-ce que tu fais des redoublements de passes ou est-ce que tu vas gagner un contre un par le dribble. Bah les redoublements de passes étaient un peu rouillés, il n'y avait pas beaucoup de circuits très intéressants, avec en plus Tadic sur le côté qui sert à rien sur la première période, Anthony de l'autre côté qui fait 2-3 prises d'initiative mais rien de fou, enfin bref, là-dessus tu vois le manque de qualité individuelle et sur les circuits il n'y avait pas grand chose, ça manquait de rythme. Et donc, ça, au final, ce qui te restait, c'était Brobé, je pense qu'on prononce comme ça. Brian Brobé, Broby, je ne sais pas trop. On attendra quelques semaines qu'il soit peut-être une star du foot pour qu'on voit comment un petit peu tout le monde prononce son nom, mais qui est un jeune du centre de formation qui plante but sur but, qui a un gabarit qu'on va qualifier de très convenable, surtout pour son âge, qui prend beaucoup de place. Et en gros, l'une de tes seules alternatives, c'était de le servir, que lui tienne la position dos au jeu, et qu'ensuite il fasse de l'appui-remise pour faire vivre le ballon. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Et l'Ajax a une occasion dans le match, quasiment, hormis un penalty qui peut être sifflé contre Freuler. C'est un redoublement de passes, des enchaînements vers la 70e qui donne un face-à-face à Klaassen qui est perdu. Mais sinon l'Ajax n'arrive pas à percer l'espèce de coffre-fort, même si c'était pas un bloc bas adverse. Et de l'autre côté, l'Atalanta, c'est le négatif de tout ce que je disais, a géré, a tenu son bloc, pas pris trop d'initiatives, juste quelques sorties quand ça s'ouvrait, et a en seconde période un peu haussé l'intensité, un peu haussé la hauteur de bloc pour essayer de se procurer quand même quelques occasions, tester la solidité des relances adverses, voir s'il n'y avait pas des ballons à jouer. Et à la 80e, Gravenberch prend son deuxième jaune, carte rouge, et t'as le but de Luis Muriel peu après, mais il n'y a aucun moment où la folie s'empare du match et tu dis tiens, l'Ajax mériterait de passer, parce que le problème n'a jamais été résolu, et tu as vu les limites de cette équipe-là, quand tu refuses un peu de rentrer dans son jeu et que tu la regardes jouer, autant je pense en championnat néerlandais, ça passe, autant là l'Atalanta avait quand même une certaine compétence et un certain sérieux tactique pour vraiment empêcher les Ajacides de jouer. On enchaîne avec Lazio Bruges qui se termine à 2-2 malgré un fort début de la Lazio, mais qui s'est fait peur et qui aurait pu sortir bêtement de cette compétition où il se qualifie quand même en ayant joué la moitié de la phase de poule avec une équipe quasiment B. Oui, c'est ça, et c'est pour ça, je pense que contrairement à Gladbach, la Lazio a vraiment l'effectif et mérite, entre guillemets, s'il y a une question de mérite, mais de se retrouver à ce niveau de la compétition. Le Bruges, en fait, était quand même, alors a fait de son mieux, mais était quand même en dessous individuellement et collectivement pendant la plupart du match, et peut se qualifier parce que la Lazio arrête un petit peu de jouer, de proposer quoi que ce soit dans les 20-25 dernières minutes. Et on peut quand même se poser des questions sur les choix de Simone Inzaghi, qui, alors que son équipe est en avance, mène d'un but, et en supériorité numérique depuis longtemps, parce que Sobol a pris 2 jaunes pour 2 fautes sur Lazzari, alors qu'il en avait déjà, il devait sortir parce qu'il prenait l'enfer sur les accélérations de Lazzari. Il peut déjà prendre un 2e jaune juste avant, il le prend pas. Philippe Clément, l'entraîneur de Bruges, veut le sortir alors que son remplaçant est prêt, est en train de s'échauffer, machin. C'est en gros la dernière action avant l'arrêt de jeu. Et Sobol se refait prendre de vitesse et refait une faute stupide et prend son 2e jaune. Et la Lazio qui était largement au-dessus, à la 75e, t'as les entrées d'Akpa Akpro et de Caicedo pour Luis Alberto et Lucas Leiva. T'as Immobile qui sort aussi, qui est remplacé par Escalante. Enfin bref, c'est plutôt Caicedo, Immobile, Escalante qui rentre au milieu, Akpa Akpro aussi. Mais bref, ça sort les meilleurs joueurs. Ça arrête un petit peu de faire peser menace sur l'adversaire. Bruges joue son va-tout.
revient à 2-2 sur un but un peu évitable et à une barre transversale sur les ballons que tu mets dans la boîte en toute fin de match. Et ça peut très bien faire 3-2 pour Bruges et Bruges qui se qualifie. Maintenant, match sur le reste classique de la Lazio, à savoir on joue bien nos transitions, on s'est très bien verticalisé, on sait au besoin quand même contrôler le tempo du jeu avec le trident Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, et on balance des ballons en profondeur. Alors en partant d'un peu plus bas que quand c'est Angelino à Leipzig, mais avec Lazzari et Maruzic, qui prennent la profondeur, qui font leur course et qui débordent et qui centrent, avec aussi un bon coréen en soutien d'Immobilier. Mais voilà, rien de très très neuf du côté de la Lazio, mais une attitude en fin de match qui peut se payer cher, et tu te qualifies tout juste alors que tu as été invaincu pendant toute cette phase de poule, avec, comme tu le disais, l'obligation de faire beaucoup jouer des Fares, des Akpa Agpro, qui sont vraiment des joueurs de rotation, ou Mouriki, qui est un attaquant assez moyen, je trouve, mais parce que tu as été décimé par le Covid pendant de longues semaines. Merci Christophe pour ce petit point sur ces 2 16e de finale. Du coup, Bruges jouera la Ligue Europa et l'Ajax aussi, ce qui devrait donner un bon plateau. Il y aura l'Olympiakos, il y aura le Shakhtar, Salzbourg qui a perdu contre l'Atlético mais qui reste une très bonne équipe, Kiev et Manchester. Donc de bonnes équipes reversées en Ligue Europa. On n'a pas parlé des clubs français Marseille et Rennes parce qu'on va pas dire la 6e fois la même chose. Donc puis on n'en reparlera pas d'eux en Coupe d'Europe, tant pis pour eux. On en reparlera en championnat, parce que c'est 2 équipes qui vont essayer de se requalifier pour cette compétition, en espérant mieux y figurer la saison prochaine. Florent, on va juste faire un petit jeu. Là, j'ai devant moi le tableau des probabilités du tirage au sort, qui aura lieu lundi, si je ne m'abuse, je ne sais plus à quelle heure, midi peut-être. Le tirage au sort des 8e de finale, que je crois que tu l'as aussi, parce que je voulais envoyer professionnellement avant le podcast. Oui. Certaines équipes ne peuvent pas se croiser, notamment les Espagnols qui du coup sont très nombreux, les Allemands aussi. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme tirage au sort? On rappelle les premiers groupes: Bayern, Real, Juve, City, Paris, Liverpool, Dortmund, Chelsea. Et les deuxièmes: Barça, Atlético, Séville, Porto, Leipzig, Lazio, Atalanta et Gladbach. Avant de donner une ou 2 affiches, parce que en fait j'en ai pas vraiment qui m'emballent totalement sur les 8e. Ce que je retiens surtout quand même sur les qualifiés, c'est qu'on a 14 qualifiés sur 16 qui sortent des 4 grands championnats. L'Allemagne fait 4 sur 4. L'Espagne, malgré ses difficultés, les difficultés des gros clubs du Real et du Barça, l'Espagne fait 4 sur 4 aussi. L'Italie fait 3 sur 4 puisque l'Inter s'est fait sortir. Et l'Angleterre fait 3 sur 4 puisque Manchester United a fait n'importe quoi sur la phase retour. Donc ça, c'est quand même assez marquant. On parle souvent de ligue fermée, on est quand même en plein dedans quasiment. Le PSG et Porto sont les 2 rescapés du reste du monde en gros. Donc voilà. Après, moi, ce que je retiens aussi, c'est que quand tu vois les 8 qualifiés les 8 non têtes de série, c'est-à-dire ceux qui ont terminé 2e de groupe, il y a quand même un sacré écart de niveau, je pense, entre l'Atlético et les autres équipes. Parce que le Barça, je ne sais pas dans quel état il sera au printemps, en février, quand auront lieu les 8e de finale. Donc je pense que parmi les têtes de série, tout le monde veut éviter l'Atlético. Pour le reste, ils se disent, bon, pourquoi pas sur 2 matchs, même le Barça est sans doute accessible. Dans l'autre sens, je pense que tout le monde veut jouer Dortmund. Parce que parmi les premiers de poule, je mets Dortmund et Chelsea un peu en dessous des autres. Même si Chelsea peut surprendre, mais Dortmund, pour moi, c'est pas plus fort que l'Atlético déjà. Est-ce que c'est plus fort que le Barça? Est-ce que c'est plus fort que Séville, Leipzig ou la Lazio dans un bon jour? Oui, non, la question peut se poser. D'ailleurs, j'allais évoquer les candidats, les équipes candidates peut-être pour réaliser un upset au printemps. Et c'est vrai que la Lazio a ce côté contre-attaquant qui, je pense, peut surprendre pas mal d'équipes du premier chapeau. Tu vois, la Lazio face à Man City, je sais pas comment ça peut tourner, par exemple, Christophe. Oui, non, bonne remarque. Déjà, les sprints dans son couloir droit de Lazzari, à voir qui sera en face de lui côté gauche.
Mais si tu te déformes un peu trop, lui va te tuer à chaque fois qu'il y a une récupération de balle. Vu qu'en plus, tu as une armée de quarterback avec Milinkovic-Savic et Luis Alberto, tu peux très vite avoir un 2-0 en 3 minutes qui, même si tu domines pendant les 85 autres minutes d'un match, te met dans la galère sur un aller-retour. C'est vrai que c'est peut-être le pire, stylistiquement, affrontement que peut avoir une équipe comme City. Et pour compléter un peu ça, je retiens aussi surtout que le Real a touché peut-être un petit jackpot avec sa première place à la dernière journée, parce que vu que l'Atlético, Séville et le Barça sont non tête de série, le Real ne pourra pas les jouer. Vu qu'ils ont déjà joué Gladbach, qui était une des équipes quand même les plus convaincantes de cette phase de poule, même si, comme le disait Christophe, ce sera peut-être plus le cas dans 3 mois, le Real évitera aussi Gladbach, donc il ne leur reste que 4 adversaires possibles: Porto, Leipzig, la Lazio et l'Atalanta. Et c'est vrai que ça peut leur permettre un tirage plutôt sympa, même si là aussi, en tant que madrilène, j'aurais pas vraiment envie de jouer la Lazio, un peu pour les mêmes raisons que City, et surtout pour les problèmes vus ces derniers temps connus plutôt par le Real ces derniers temps face aux contre-attaques et aux transitions adverses. À noter que le Barça a beaucoup de chances de jouer le Bayern, 22%, c'est leur affrontement le plus probable, et Paris c'est assez équilibré, parce qu'ils peuvent jouer pas mal de monde, ils peuvent pas jouer Leipzig, mais c'est le seul, sinon ils peuvent jouer donc Barcelone, Atlético, Séville, Porto, Lazio, Atalanta, Gladbach, donc pourrait y avoir un peu de nouveauté pour Paris, et la plus grosse probabilité c'est Gladbach, 18%. Donc on verra bien ce qui se passera lundi sur le tirage au sort. Christophe, est-ce que tu as une affiche rêvée, je sais pas, un Liverpool Séville, un City Lazio comme on vient d'en parler, un Juve, je sais pas, un Juve Leipzig pour changer un peu, je sais pas, quelque chose de deux équipes, un inédit, parce que c'est aussi ça la difficulté maintenant avec ces équipes qui sont toujours là, et en plus le fait que les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en huitième. C'est qu'en huitième, on retrouve souvent des affrontements qu'on a connus dans les 3-4 dernières années. Ouais, alors je t'avoue que c'est plus facile de savoir ce que je ne veux pas, à savoir Dortmund. Vas-y, tu peux. Dortmund Porto. Alors, je suis désolé, il y a peut-être un délit de sale gueule, mais disons que c'est peut-être lié à la fois au fait que City conserve le ballon sur les très longues séquences, que Marseille ne tire pas forcément ses adversaires vers le haut, en tout cas la qualité des matchs. Mais quand je les ai vus, ça m'a pas spécialement emballé. Et ce que je vois, j'aperçois de eux en championnat, à la fois sur les résultats, les résumés, me hype assez peu. Alors je vais pas dire que c'est le passager clandestin de cette phase, parce qu'ils ont mérité leur place, ils terminent assez largement deuxième dans leur groupe. Mais c'est l'équipe qui m'intéresse le moins sur le plan du jeu. Après, sur les affiches, oui, je suis sur l'idée, comme tu disais, de pas avoir les mêmes choses. C'est-à-dire que je voyais la Luis Enrique qui en avait marre de toujours jouer je crois que c'était la Suède, il me semble. Je sais plus, en tout cas, en gros, d'avoir toujours les mêmes affiches. Pas de gros rapport, mais le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022, c'est des équipes que l'équipe de France a joué dans les 6 derniers mois à chaque fois. Finlande, le Ukraine, Kazakhstan, pas le Kazakhstan, mais Finlande et Ukraine, c'est les deux plus grosses équipes de la poule, les a jouées il y a 2 mois. Et Ukraine, tu les joues tout le temps. Frustrant. Oui. C'est vrai que c'est assez. Faudrait que Shovkovski revienne, ou qu'il y ait des choses un peu rigolotes pour rendre ça très intéressant. Mais non, là, je réfléchis. En fait, ça dépendra, je trouve, surtout de la forme de ces différentes équipes dans quelques mois. Tu vois, est-ce que Séville sera aussi intéressant à ce moment-là? Quid de l'Atlético? Parce que si l'Atlético est, comme actuellement, à ses joueurs, même s'il passe, on aura très peu de parler de Salzbourg, parce que voilà, on peut pas avoir tous les matchs, ça tombe toujours sur les moments d'autres affiches plus intéressantes. Mais Salzbourg, je crois, doit terminer avec le 2e total de XG cumulé sur la phase de poule. Ils ont eu un volume d'occasions absolument colossal, et ils sont finalement fait trahir, on va dire, par leur manque d'efficacité. Mais voilà, ça aurait été un peu rigolo de voir Salzbourg se qualifier. Il tombe aussi dans une poule, Christophe, avec 2 des équipes les plus en forme en Europe, le Bayern et l'Atlético. Oui, mais totalement. 2 des 4 meilleures équipes d'Europe aujourd'hui, donc c'était quand même difficile d'y aller. Peut-être 2 des 2 meilleures équipes actuellement d'ailleurs, si j'y vais un peu. Et c'est vrai que de voir l'Atlético attendre les 40 dernières minutes de sa dernière journée pour être qualifié aux dépens de Salzbourg, ça dit quand même quelque chose à la fois des quelques errements de cette équipe-là et de la bonne qualité de Salzbourg qui a su gagner les matchs qu'il fallait. Mais non, j'ai pas grand-chose à dire, parce que, disons, j'ai pas envie de voir Bayern-Barça, surtout pas. Ça serait trop évident, il y aura encore 6-0,
ça va me fatiguer. Je sais pas, un Dortmund-Séville par exemple, ça peut être un genre d'affiche un peu hipster, mais assez sympathique. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, je pense que tu auras au moins 5 ou 6 huitièmes intéressants. Même si tu auras, je pense, le risque d'avoir par exemple un Real Porto extrêmement déséquilibré. De toute façon, on en reparlera dans l'épisode de la semaine prochaine, puisqu'il y aura le tirage lundi. Donc on pourra revenir sur ce qu'on aura retenu de ce tirage, et notamment l'équipe qui affrontera le PSG, en espérant que ce soit inédit et que ça tombe pas sur le Barça, par exemple. On a déjà eu pas mal de Paris-Barça. Ou Leipzig, enfin Leipzig c'est pas possible, mais retrouver l'Atalanta, ça serait un petit peu ennuyeux aussi, vu que ça s'est passé il y a quelques mois. C'est vrai. J'y avais pas pensé, mais tout le reste, ça pourrait être un Paris Atlético, pourquoi pas. Il y a l'impression que chaque année, on n'en passe pas loin et ça n'arrive jamais. Ça pourrait être intéressant de voir un Neymar face au bloc de l'Atlético. Comment Mbappé jouerait contre eux. Voilà, des questions qui peuvent être sympas. Messieurs, on passe au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, et je vais te donner la parole, Florent, d'abord, puisque tu profites de ces paris pour parler des Girondins, évidemment, Oui. et d'un homme qui a fait gagner un match aux Girondins récemment, avec un but en toute fin de match, c'est Hatem Ben Arfa. Oui, qui a fait gagner pas mal de points aux Girondins, parce qu'il a fait gagner même 2 matchs. Il marque à Rennes, et là donc il remarque face au Stade Brestois le week-end dernier. Et à vrai dire, ce week-end, les Girondins ont quand même un match très compliqué qui les attend face à Lille. Parce que je pense que Lille est une équipe qui peut vraiment mettre à mal ce qu'a fait Bordeaux jusque-là, notamment avec leur activité au milieu de terrain, leur capacité à presser, à être très vif en transition comme ils l'ont fait face à Monaco. Je pense que Lille peut vraiment poser beaucoup de problèmes à Bordeaux, et du coup je me dis que j'ai du mal à croire en fait en mon pari, mais quand je vais vous donner la cote du but marqué par Ben Arfa, vous allez me dire ouais, la cote se prend quoi, malgré le fait que ça risque d'être une journée et un match compliqué pour Bordeaux. La cote de Ben Arfa pour un but marqué, juste, il n'y a pas de premier but, il y a rien de toutes ces choses-là, il n'y a pas de victoire ou de résultat combiné à ce but marqué, juste le but marqué de Ben Arfa est à 6,50. Et disons que je pense que la cote est élevée parce qu'il y a peu de chances que vous marquiez un but. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui est encore plus surprenant quand tu prends les cotes telles qu'elles sont présentées, c'est que Ben Arfa n'est même pas le premier Bordelais en fait qui est susceptible de marquer. C'est même pas le deuxième, je crois que ce n'est même pas le troisième, je crois que c'est le 4e ou le 5e joueur avec la cote la plus basse. Alors que c'est vrai que pour le coup, si vous marquez contre Lille, il y a de bonnes chances que ce soit sur un truc un peu venu d'ailleurs, c'est donc ça. De lui. C'est ça, je vais te donner, il y a quand même, je disais 4-5, en fait il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs devant Ben Arfa avec des cotes plus basses. Je vais les citer rapidement. Tu as Basic qui est le Bordelais qui a la cote la plus basse, qui est à 5,20. Ah, ouf. Allez savoir pourquoi. Elle est élevée pour une cote la plus basse. Ouais, Oudin et Maja à 5,60, Depréville à 5,80, Briand à 6 et Wang à 6. Et après, tu as Ben Arfa à 6,5, puis ensuite, tu tombes sur Adli, Traoré, Bakwa, Zerkan à 7. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans le choix de ces cotes-là. Je ne sais pas pourquoi Basic, qui n'a pas marqué de la saison et n'a pas marqué depuis pas mal de temps maintenant, a une cote aussi basse alors que Ben Arfa est à 6,50. Enfin, aussi basse. Ne critique pas trop notre partenaire, Florent. Il a des algorithmes de qualité. Ah oui, non, mais bien sûr, mais tant mieux. Mais voilà, cette cote de Ben Arfa à 6,50, j'y crois absolument pas, mais je la prends parce que je m'en voudrais la laisser passer. Voilà, tout simplement. J'essaie de comprendre le Basic en regardant les XG, et c'est le 3e Bordelais en termes de XG. Non, je sais pas trop. Il y a peut-être le côté tire les coups de pied arrêtés aussi. A un bon pied gauche, donc de loin, sur un malentendu, ça peut passer. Parce qu'il tente souvent sa chance. Il tire beaucoup par contre, Basic. Donc c'est peut-être ça. Mais c'est des tirs à faible taux de réussite. Ouais. Ça, on verra bien. Ça se trouve, c'est lui qui va marquer. On se sentira tous bêtes. C'est ça. Un joueur qui a plus de chances de marquer, Florent, c'est Dominique Calvert-Lewin, puisqu'il n'arrête pas. Oui, il n'arrête pas. Alors, je ne sais pas combien il en est, mais je vois qu'il en est à presque une dizaine de buts, je pense, depuis le début de la saison. Il me semblait avoir retenu 10, mais pendant que tu vas développer ton argument, je vais te donner ça. Ouais, 11 buts même. Je l'ai sous les yeux. 11 buts en 11 matchs. C'est le leader en première ligue. C'est le leader avec 0,82 XG par match, quand même, en moyenne, par 90 depuis le début de la saison. Donc, un excellent finisseur pour Everton qui permet à Everton de prendre
prendre quelques points, même si c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Et du coup, un attaquant qui va retrouver une belle équipe et une belle défense centrale en face, puisque ce sera Thiago Silva et Kurt Zouma. Et je pense qu'il devrait y avoir de très beaux duels entre ces trois hommes, enfin les Calvert-Lewin plus un des deux défenseurs, je pense. Et vu sa capacité à faire mal quand même dans la surface, à être sur les centres, etc., je me dis que face à Chelsea, il serait capable d'y aller au-dessus de son petit but. Il n'a pas marqué face à United, mais il avait donné la victoire face à Tottenham en tout début de saison. Il a aussi marqué lors de ce terrible match entre Everton et Liverpool il y a un mois maintenant, un mois et demi je pense. C'était mi-octobre. Le match de l'hécatombe. Exactement. Donc je me dis que face à Chelsea, voilà, un petit centre de Rames, il s'impose au duel face à Zouma ou entre Zouma et Thiago Silva, et puis il met son petit but. La cote est beaucoup moins intéressante évidemment que Ben Arfa, elle est à 2,70, mais elle est quand même un peu plus probable. Donc on va la tenter aussi, et on espère au moins passer celui-là. Et après, si Ben Arfa fait un truc, ça sera du bonus. On rappelle que 2 joueurs de Liverpool n'ont plus rejoué au foot depuis ce Liverpool-Everton. Thiago Alcantara, qui est annoncé de retour chaque semaine mais qui ne revient pas. Et Van Dijk, qui lui ne reviendra pas avant... lui, l'objectif, je pense que c'est l'Euro 2021. Donc, voilà. Et aucun carton rouge distribué sur ce match. Voilà. J'ai l'impression qu'on comprend que je suis plus rouge que bleu. Mais bon, c'est un peu dommageable pour le football. Un peu de sel, un peu de sel. Un peu de sel, mais surtout qui me pique moi, qui pique pas grand monde d'autre. Christophe, tes 2 paris vont dans des championnats différents, et c'est pour ça que tu es magique. C'est que tu n'as pas collé et copié ce qu'a fait Florent. Un pari en Liga, un pari en Bundesliga. Je te laisse commencer par celui de ton choix, parce que je te sais en maîtrise totale de la situation. Ouais, et j'ai même anglais mes paris sur une thématique sous un même chapiteau que j'appellerais la nullité défensive. Et donc du coup, je ne parie pas pour, je parie contre. Mon premier pari est sur Augsburg contre Schalke. J'ai fait un peu la prononciation locale. Ouais, on sent les racines alsaciennes. Ouais, ça Kuchli, c'est sûr que ça ne vient pas de Suède. Et mon pari, c'est que Augsburg va marquer dans les demi-temps. C'est coté à 2,60, ce qui est quand même un malus Schalke, parce que la plupart des autres équipes que tu marques 2 buts face à elles, au total minimum et un dans chaque mi-temps, ça serait coté sur des cotes bien plus élevés. Je vais y arriver, je suis un petit peu fatigué, il est tard. Et le problème, c'est que Schalke est cette équipe qui peut permettre à des adversaires relativement moyens, relativement corrects, mais sans plus d'exploser offensivement, puisque Schalke, on le rappelle, là on enregistre, on vient de passer assez nettement les minuit, on est donc le 10 décembre. La dernière victoire de Schalke, c'était le 17 janvier face à Gladbach, et la victoire précédente, c'était le 15 décembre face à Francfort. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver sur l'année calendaire avec une victoire, et si ça continue, on va bientôt arriver au 1 an sans victoire, ce qui est une forme de performance. Et les stats cette saison, Christophe, pour appuyer ton propos, 10 matchs, 0 victoire, 3 nuls, 7 défaites, 6 buts marqués, 31 encaissés. Oui, c'est ça, les 31 buts encaissés, toujours une réussite, plus de 3 buts encaissés. Alors ok, il y a des problèmes financiers qui font que l'effectif s'est appauvri. Ok, Harit et Ben Taleb sont écartés du groupe. Je crois qu'Ibisevic est même définitivement écarté de l'équipe. Si je dis pas de bêtises, n'empêche que tu dois quand même faire un petit peu mieux que ça, hein, malgré tout, et que encore ce week-end, le 3-0 face au Bayern, j'ai vu une partie du match. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de niveau, je pense qu'il y a un problème de confiance aussi, mais le double pivot était pas bon, Kabak en défense centrale, cataclysmique. Je sais pas pourquoi Liverpool a voulu aller dessus, peut-être qu'ils ont vu quelque chose que je n'ai pas vu, mais son duo avec Stambouli, c'est très compliqué. Latéral à droite, Thio, ça va pas du tout. Enfin bref, je pense que certains de ces joueurs, dans un autre contexte, comme McKinney, qui est bien meilleur à la Juve qu'il n'était à Schalke, même si c'était loin d'être le pire, ne sont pas forcément les pires du monde. Mais là, tous ensemble, ça va pas du tout. Donc, bon, ils en ont pris 3 la semaine dernière. Ils en ont pris 4 la semaine d'avant face à Gladbach. Ils en ont pris 2 face à Wolfsburg. 2 face à Mayence qui est avant-dernier. Donc sans même développer sur Augsbourg, je pense qu'il y a une espèce de malédiction, elle finira bien par se terminer, mais je
mise sur le fait que ça continuera encore un petit peu et que tu peux prendre un coup de massue rapide avec un premier but et couler en deuxième période ou en tout cas te prendre un deuxième si tu essaies d'égaliser. Avant d'enchaîner sur ton deuxième pari qui sera en Espagne, Christophe, je vais faire une de mes séquences préférées, c'est les points forts et les points faibles sur WhoScored, qui sont basés sur les stats. Alors je vais commencer par les points forts de Schalke. Ils tirent au but sur les coups francs directs, c'est un point fort. Ils protègent leur avance au tableau d'affichage. Je pense que c'est une stat parce que ça a dû arriver une ou deux fois qu'ils prennent l'avantage et peut-être que là ils ont réussi à ne pas perdre. Enfin, ouais, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas gagné. Donc je sais pas sur quoi ils se basent pour ça. Et ils attaquent sur coup de pied arrêté. C'est un point fort aussi. Alors c'est un constat quoi. Et les points faibles donc. Et les points faibles. Éviter d'être signalé hors jeu, garder la possession du ballon, éviter de commettre des fautes dans les zones dangereuses, défendre contre des tirs de loin, éviter les erreurs individuelles, empêcher l'adversaire de se créer des occasions de but, défendre sur les contre-attaques, terminer les actions de but, défendre contre des ballons en profondeur, défendre contre des joueurs habiles, défendre sur coup de pied arrêté. J'ai l'impression qu'il y a un petit thème défendre qui pose problème là. Il y a un petit problème défensif. Il y a un champ lexical qui revient et il contient surtout défendre, les gars. Donc là, les 31 buts encaissés, va falloir s'arrêter un moment. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a un des gardiens, Michael Langer, qui a fait un match et qui a eu 7,23 comme note, ce qui est une bonne note pour un gardien. Donc les gardiens sont même pas tant coupables que ça. Je pense que juste l'équipe est catastrophique. Mais ça me donne limite envie de voir leur match. Pour qu'on en parle. Mais regarde déjà les résumés, ils sont souvent sur beIN Sport, sur la chaîne YouTube, et rien que ça, genre là tu te rends compte que le Bayern pouvait en mettre 2 ou 3 de plus, quoi. Toutes les équipes ne sont pas destinées à encaisser tous les tirs qu'elles subissent. N'empêche que c'est assez amusant, et puis même les points forts, joue des coups de pied arrêtés, c'est comme si je te dis, point fort de Raphaël est doté de parole, d'accord, est un être humain. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est incroyable. Il faut bien qu'ils en mettent. Hein. Mais je crois qu'on avait trouvé une équipe un jour qui n'avait aucune mention dans ses points forts. Et ça, il faut vraiment aller chercher les équipes catastrophiques. Et c'est une forme d'exploit. Schalke est un peu le Stéphane Auger de la Bundesliga. Il cherche à être dernier, à être le dernier du tour. Parce que je crois Christophe, tu me confirmeras, il n'y a pas une histoire de prime ou un truc comme ça quand t'es le dernier du tour. Ou je sais plus. T'es lanterne rouge, symboliquement, on parle plus de toi que de l'avant-dernier. C'est Wim van Sevenant, le Belge, qui était le spécialiste récent de ça. Mais bon, ça s'est un peu dilué. C'est plus l'exploit que c'était. Enfin, l'exploit, façon de parler, hein, mais le truc un peu symbolique que c'était il y a 40 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu l'histoire. Tiens, le gars qui est un peu vu comme qui s'est battu, mais qui est un peu nulot, c'est qui a réussi à quand même finir le tour, alors que dans l'absolu, c'est juste que le gars veut pas s'embêter à terminer 10 minutes plus vite et qui squatte dans le dernier groupetto. Mais c'est vrai que ça peut être une forme d'accomplissement d'être le dernier. Et Sheffield est bien parti sur le défi Stéphane Auger cette saison en Première Ligue, puisqu'ils ont 0 victoire en 11 matchs et 10 défaites. Ça, ils ont quoi, 3-4 buts marqués, non? Je l'ai pas sous les 5 yeux. buts marqués en 11 matchs. Ouais, donc ça... Un point. Ce week-end, ils mettent un but sur l'un de leurs 3 tirs, sur un coup de pied arrêté. Donc, petit problème. Et là, ils vont à Southampton et ensuite ils reçoivent Manchester United. Voilà, ça peut continuer. Donc on va suivre ça. Ce combat entre Schalke et Sheffield à distance. Merci, messieurs. J'ai un deuxième pari, en fait. Ah, pardon, Christophe. Bah oui, je parlais tellement que je t'oubliais. Ton deuxième pari sur le Barça. Sur le Barça, très rapidement, nombre de buts de l'équipe visiteuse, c'est Barcelone, Levante, donc c'est le nombre de buts de Levante, plus ou moins 1,5, plus 3,20. Donc Levante marquera 2 buts ou plus au Barça. Pourquoi? Parce que Clément Lenglet. J'ai été, je pense, injuste avec Raphaël Varane l'autre jour. Personne ne me l'a signalé, parce que nos auditeurs sont gentils et ne veulent pas trop nous reprendre de volée quand ils ne sont pas d'accord. Mais j'ai dit que Raphaël Varane était peut-être le pire défenseur d'Europe sur le volume d'occasions affrontées et d'erreurs commises. Et je pense qu'en fait, Clément Lenglet est au-dessus depuis plusieurs mois, parce qu'il est... J'ai l'impression qu'il, pour deux bonnes actions défensives, il y a une erreur.
or le ratio ça doit plutôt être du 95% que du 66%. Donc c'est assez embêtant, et là Umtiti est revenu mais il est totalement à court de rythme. Araujo, l'Uruguayen, est coupable sur des buts de la Juve. Donc Piqué est blessé, Mingueza est coupable sur un but de Cadiz qui marque 2 buts sur des offrandes ce week-end en championnat. Barcelone, courbe sinusoïdale, avec parfois des matchs intéressants, des promesses dans le jeu, Griezmann, des combinaisons offensives où tu te dis il y a quelque chose. Et non seulement t'as moins de choses dans le jeu la semaine suivante, mais en plus t'as la charnière qui fait absolument n'importe quoi semaine après semaine. J'ai même pas envie d'en parler, plus que ça. Je suis très frustré de voir une défense, de manière générale, une défense centrale aussi nulle à haut niveau, et a fortiori chez un club qui ambitionne d'aller très haut en championnat, en Coupe d'Europe. Donc je pense que... Alors peut-être que ça sera la semaine où Barcelone ne fera pas trop d'erreurs, mais si Levante a envie de jouer, Levante peut très bien marquer 2 buts. Une cote au-dessus de 3 là-dessus, ça se prend. Et surtout que Levante a fait exploser la défense de Retafe, qui est plutôt solide, même si Retafe n'est pas dans sa meilleure passe actuellement, avec des bonnes prises de profondeur, etc., des bons appels. Honnêtement, c'était assez plaisant à suivre de ce que j'en ai vu. Donc je me dis que Levante peut faire partie de ces équipes qui vont essayer de jouer, de ressortir les ballons pour ensuite partir en profondeur, et que du coup Barcelone peut continuer son désastre défensif. Donc je mise sur la nullité défensive de Schalke et de Barcelone, et si mes paris ne passent pas, au moins ça sera peut-être mieux pour le foot. Ça veut dire qu'il y a un peu moins de problèmes individuels et collectifs au sein de clubs qui sont quand même marquants, et des clubs majeurs du foot, même si voilà, pour les deux c'est pas la meilleure période. Très bien, cette fois je peux dire merci messieurs dans le bon timing, donc merci messieurs, merci Norbert et Daguette. Florent, quelle est la suite pour nous? Est-ce que tu as des choses à annoncer à nos auditeurs? Eh ben, la suite, c'est le programme de la semaine prochaine, puisque ce sera le dernier épisode de l'année de Vue du banc, sur l'année 2020. On espère vous annoncer un retour en 2021 d'ici là. Pour l'instant, on attend. Et donc ça doit arriver, je pense. On ne sait pas exactement de quoi on va parler, Raphaël, ni quand est-ce qu'on va enregistrer. Je dis juste Raphaël parce que je ne sais pas si Christophe sera là ou pas. Sera disponible ou non, ça dépendra quand est-ce qu'on l'enregistre. Donc, parce que Christophe, à force de faire des tunnels dans Vue du banc, doit être opéré de la bouche. C'est ça, je me fais tabasser la mâchoire pour la remettre à une autre place. Et donc, visiblement, ce qui me semble logique en y réfléchissant, mais le fait de casser la mâchoire pour la mettre différemment, de la stabiliser, machin, t'as des fils un peu pour qu'elle bouge pas trop. Et visiblement, c'est pas trop le délire de parler, de manger solide, tout ça. Donc, pour des formats audio, je pense qu'il y aura quelques semaines un peu compliquées. Donc, il y aura au moins un podcast sans moi où je serai hospitalisé. Voilà, donc on va espérer que tout se passe bien, et nous, Raphaël, donc on se retrouvera dans la semaine. En effet, on reviendra peut-être sur le tirage au sort, on trouvera peut-être un bilan à faire, on accueillera peut-être un invité, qui sait, on verra. On parlera peut-être des matchs du week-end, parce tu parlais du Real Atlético tout à l'heure, il y a des matchs intéressants qui se profilent. C'est vrai qu'il y a des matchs sympathiques aussi, et puis pour le reste, il y a un épisode des 120 aussi qui sortira le 20 décembre, le suivant sortira le 31 décembre, on va l'enregistrer d'ici la fin de la semaine, ce dernier épisode. Le 11 est déjà fait et n'a plus qu'à être monté. Donc voilà, ça aussi, ça va vous accompagner avec sans doute d'autres petites surprises, mais on en parlera lorsque le temps sera venu. Peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. On verra bien. Très bien. Ce week-end, comme ça vous êtes au courant en même temps que moi, Manchester contre Manchester, Marseille contre Monaco, Real contre l'Atlético. Ça nous fait déjà 3 matchs plutôt intéressants à analyser. PSG Lyon dimanche, Lille Bordeaux, Flo évidemment, tu en as parlé. Nice Rennes, tiens, pour voir comment va se passer la succession de Patrice Vieira. Et puis en Italie, rien. Patrick Vieira, je sais pas qui est. Non, Patrice, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir. Patrice Carmouze et Patrick Vieira, on dit. J'ai pensé à Patrice Carmouze, en effet. Mais j'aimerais bien voir Patrice Carmouze sur un banc. Je pense que ce serait intéressant. Et devant un public de chiens, comme disait Chris Esquer. Voilà ce qui m'intéresserait. Et voilà ce que devrait être le football en 2025. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine sans l'ami Christophe. Ciao. Salut. Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.